Bien, mon cher Willem, alors faut m'excuser, hein, j'ai vraiment une mémoire de moineau et je reçois tellement de messages que pour le coup, voilà, en plus on s'est raté puisque si je me souviens bien, vous aviez prévu de venir la semaine dernière et comme j'étais en retard de 2 heures sur le programme, la moitié des gens pensaient qu'il n'y aurait pas d'émission. D'ailleurs, moi-même, j'avais oublié que je devais faire une émission, pour être tout à fait honnête. Je suis allé faire la sieste au lieu d'allumer l'ordinateur, donc bon, évidemment, ça pose des problèmes. Et donc, si j'ai bien compris, l'idée, c'était de parler de philo. Oh, enfin bon, oui, on peut parler philosophie. En fait, je voulais déjà peut-être me présenter très rapidement Oui, et puis, éventuellement, voilà, c'est une discussion libre. oui, oui. Ah déjà, bah, la 1re chose, c'est, peut-être qu'on peut se tutoyer, ce sera peut-être Oui, plus sympathique. oui, oui, il n'y a pas de problème. Bon. Bah, déjà, c'était pour déjà te féliciter pour ton travail. Ben, merci. Bon, parce que bon, clairement, moi, je suis un rationaliste, et un matérialiste et un athée, donc je suis clairement de ton côté. Quelque part, d'une manière un peu différente, j'essaie de faire un peu le même travail que toi, dans le sens où j'essaie de promouvoir ces idées contre les croyants. Tu, Donc, tu, tu as une chaîne YouTube ou tu as... oui, oui, j'ai une chaîne YouTube, ça s'appelle Willem, D'accord. philosophe du rationalisme intégral. Ah oui, d'accord. Heu, Il y a même pas de, il y a même pas de raccourci. C'est d'accord. Ok. Il voilà, donc c'est y a clair même pas un généralement. acronyme, hein. Donc voilà, donc bah, toi, c'est irréductible athée, tu annonces la couleur directe. Voilà, c'est moi, c'est pareil, Absolument. voilà, moi, c'est philosophe du rationalisme intégral. Tout ce D'accord. qui n'est pas rationnel, c'est ça, c'est voilà, c'est de la superstition et on élimine. Donc c'est clair que c'est tranché, quoi. Ouais. Au moins les choses sont posées. Absolument. Voilà, donc hem Et donc tu as une donc chaîne et donc mais donc enfin j'ai un je sais site pas. int Ouais. J'ai un site internet, enfin moi j'ai commencé avant, parce que je travaillais pas sur YouTube, enfin j'ai commencé sur un site internet. J'ai un essai publié, et donc le site internet était un petit peu, le manière de faire un petit peu de promotion du travail et puis j'ai développé, depuis, 2 ans et demi, ouais 3 ans maintenant, Mhm. essayer de faire une chaîne YouTube pour essayer de faire quelques vidéos. Alors je suis beaucoup moins actif que toi, je dois avoir une vingtaine de vidéos, Mhm. heu voilà, mais je fais mon petit chemin, je dois être à 3 700 abonnés, donc tu vois, c'est pas nul. J'ai là, la vidéo sur le dieu de Spinoza vient de passer les 100 000 vues, Ce qui est donc largement meilleur que toutes mes vidéos à moi, puisque moi, ma meilleure, non, non, mais ma meilleure vidéo est à, et donc c'est la première sur le Coran, est à 75 000, je crois, à peu près. ouais, ouais. Voilà, donc Bah, bravo. bah, merci. Ben, moi, j'en ai une sur Einstein aussi, la religion, qui a 70 000. Mais bon, les courbes sur YouTube, moi, j'ai fait des vidéos, en fait, j'ai arrêté parce que pendant plusieurs mois, elles ont pas du tout décollé. Mhm. Et puis tout à un moment donné, ça s'est mis à exploser. Alors je ne comprends pas l'algorithme, je pense qu'on est plusieurs à ne pas comprendre comment ça fonctionne. On Et est, je crois qu'une majorité des créateurs ne comprend pas ce qu'ils foutent, soyons voilà. clairs, hein. Donc tout d'un coup, ça se met à exploser. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir s'ils savent ce qu'ils font. Tellement c'est le bordel. Bon, disons que voilà. Donc ce qui est assez intéressant, voilà, je suis assez content parce qu'effectivement, ça permet de, enfin, voilà, je me dis, ah, parce que des fois, quand on passe des heures à faire une vidéo, puis on a 300 vues, bon, dont les 100 personnes qui te connaissent déjà, c'est ça, tu te dis Oui, bon, c'est ça. Ouais. ça mène pas très loin. Là, quand tu arrives à ces audiences-là, tu te dis: «Là, c'est intéressant», Hmm. tu arrives à transmettre quelque chose et donc voilà, donc en gros, voilà, c'est moi je voulais me présenter, parce que je sais pas si tu connaissais un petit peu, voilà, mon travail, ma chaîne et donc c'était une manière de te dire que, bah, c'était une manière heu, de de réfléchir à voir s'il y avait des moyens de faire des actions communes. C'est-à-dire, je pense qu'on a besoin d'être plusieurs, tout en étant différents, tout en gardant La chacun question. notre parce que clairement, bon, après on discutera, mais j'ai des différences avec toi, j'ai même des désaccords avec toi, mais ils Oh, sont oh, mais non, mais comment est-ce possible? voilà, mais c'est je pense qu'il y a le camp des non-croyants, des rationalistes et voilà, des athées. Après, il y a des subtilités dans l'athéisme, il y a des subtilités dans le rationalisme, il y a des écoles, il y a des groupes et on peut avoir nos différences entre nous. Je sais voilà, j'ai vu qu'il y a des choses qui se passent pas très bien entre les esthéticiens, tout ça et tout, mais je pense qu'on a quand même besoin, si tu veux, de former un groupe dans lequel, on puisse,
Voilà, tout en conservant chacun notre liberté, notre identité, notre droit de se critiquer, de pouvoir, essayer de collaborer ensemble, à essayer d'être influent et de peser. Et Mmh. donc, voilà, je jette la bouteille à la mer à ceux qui sont intéressés. Moi, je suis voilà, je fais ce geste vers toi et vers d'autres, et si d'autres veulent venir vers moi qui ont, bah, ça peut être l'occasion, voilà, sous des formes à libres et à discuter, mais de faire des échanges qui pourraient, voilà, je pense qu'un certain nombre de mes abonnés pourraient être intéressés de découvrir ta chaîne et inversement, et on pourrait avoir, voilà, des échanges sur certains points. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit de la chose vers laquelle enfin de mon intervention. Alors Mmh. après, je peux essayer de venir discuter sur d'autres points, un peu plus précis sur des choses que j'ai vues. Et là, je suis en train de notamment dans les désaccords que je peux avoir, mais c'est des désaccords, voilà, qui sont à l'intérieur du courant que moi j'essaie de promouvoir. Donc je t'ai entendu dire, dans plusieurs de tes vidéos que Spinoza était, déiste et alors Alors c'est une d erreur. alors d'abord, je ne suis pas un spécialiste de philosophie et puis, comme tu le sais, ma chaîne n'a pas pour but ni de faire de la philosophie, ni enfin, évidemment, je fais du généralisme. Donc on peut dire que d'une certaine manière, enfin, pour beaucoup de gens, c'est plus simple de comprendre que le spinozisme, c'est une sorte de déisme. Mais Tout à fait. évidemment, un spécialiste de Spinoza va grimper au rideau en disant: «Oh, mais comment oses-tu confondre Spinoza avec le déisme? Enfin, voyons, pas du tout. Cela n'a rien à voir!» Bon, d'accord, expliquez-moi. Tout à fait. Donc en fait, dans le déisme, c'est la conception qu'on a au XVIIIe siècle, avec généralement les Lumières, Voltaire, c'est le grand horloger. Donc en fait, c'est la même chose que le Dieu, il est bon, il a une volonté, il est juste moins intervenant, il est juste plus distant, mais c'est le même, Hmm. OK? Oui, mais Donc ça, alors, d'accord, mais je pense que, alors, excuse-moi, mais je pense que la plupart des gens, quand ils entendent déisme de nos jours, ils n'utilisent pas la formulation du 18e. En tout cas, c'est mon cas. Quand j'entends déisme, quand je parle du dieu déiste, je parle du, comme on pourrait dire, du prime mover, de la cause première, de la cause nécessaire et oui, suffisante, ça c'est du qui, déisme, oui. qui met en branle la création, mais qui après n'intervient plus du tout. Euh, et, et alors, peut-être que ma définition est erronée, mais la façon dont j'ai l'impression que la plupart des gens comprennent le déisme, c'est qu'il n'y a pas comment dirais-je, d'affect. D'accord. Il n'y a pas de sentiment. C'est juste que Dieu fait parce que c'est ce qui doit être fait, parce que c'est la nature, parce que voilà, c'est ça. Et il est juste la cause première de du réel. Et c'est tout. Et je pense que la plupart des gens, quand ils entendent Dieu déiste, enfin, il y a cette idée, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de notion de sentiment et de bonté dans la chose. On considère que, je pense que la plupart des gens considèrent que euh, c'est bon parce que ça existe. Bon, on connaît bien le biais de confirmation de ce truc-là, mais voilà, je pense que Je alors oui, je suis un peu d'ac je connais pas, pardon, la définition du déisme du 18e, mais enfin, il me semble que la plupart des gens, quand on parle de déisme de nos jours, on est plutôt sur cette conception-là. Alors, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. En fait, il y a plusieurs variantes dans le déisme. Tu as effectivement le déisme, j'ai de citer, le Voltaire, et tu as effectivement tu peux faire un déisme encore plus atténué, dans lequel tu le réduis vraiment à une force qui a généré, le monde. C'est un peu ce que tu dis. Mhm. Donc je suis d'accord avec ça. Mais tu es quand même sur une entité surnaturelle et tu conserves en quelque sorte la cause imposée. C'est-à-dire, tu conserves une Oui, espèce de force un peu magique c'est qui ça. est au-dessus de la réalité, au-dessus du monde, et donc tu as une entité surnaturelle. Et donc Donc, effectivement qui est métaphysique et qui s'affranchit des règles de la nature. et qui s'affranchit des règles de la nature. Alors que le spinozisme, c'est justement le contraire de tout ça, c'est le D'accord. rejet de tout surnaturel, Ok. et donc voilà, donc c'est juste une faute malgré tout, je pense, de dire que D'accord. Spinoza est déiste. Ok. C'est un pur dire, bon, par exemple, si tu veux simplifier, tu dis c'est un pur Naturaliste. naturalisme. Ouais, Voilà, c'est un d'accord. pur naturalisme. Il n'y a pas d'entité surnaturelle. Et si on doit appeler quelque chose Dieu, c'est-à-dire l'être qui peut exister par lui-même, bah, c'est juste la nature, en fait. Oui, la C'est cause de ça le défi. l'univers est sa propre cause.
Bah, disons qu'en fait, les croyants vont te dire: «Il y a un être, la nature ne peut pas exister seule et il y a un être surnaturel qui lui existe seul et qui est la cause du monde». Oui, Spinoza va te ils, dire ils utilisent ça pour éviter la régression à l'infini de tout a une cause. Et évidemment, ils extraient Dieu de cette logique qui remonte. Mais alors, quelle est la cause de Dieu? Quelle est la cause de la voilà, cause, etc. Et donc, pour éviter ça, la plupart des croyants, effectivement, alors en général, ce sont des théistes, hein, qui nous expliquent que bah, Dieu est nécessairement hors du temps, n'a pas de cause, et voilà. oui, mais alors Spinoza va retourner l'argument en disant: «Oui, oui, vous avez raison, mais ce que vous nous décrivez là, c'est juste la nature». C'est-à-dire que Oui, lui oui, va dire: oui. «Je transfère en fait ces propriétés à la nature et donc il n'y a plus besoin de Dieu». Donc en fait, c'est voilà, c'est bon, on va peut-être pas, Non, et puis é finalement, c'est l'argument quand les choses, quand on dit, mais quand les théistes nous disent, mais Dieu n'a pas de cause. Bah, si vous pouvez affirmer sans preuve que Dieu n'a pas de cause, nous pouvons tout aussi bien décider que la nature non plus, enfin l'univers n'a pas de cause tout à autre fait, que sa propre nature tout à intrinsèque. fait. Et c'est exactement ce que nous expliquent par exemple des gens comme Lawrence Krauss quand ils font, alors je vous recommande hein, les conférences de Lawrence Krauss. Il a écrit un bouquin là-dessus, mais si vous voulez voir, il y a des conférences en particulier à Oxford où pendant 1 heure et demie, il vous explique pourquoi spontanément l'univers peut jaillir, enfin pourquoi la matière peut jaillir spontanément de ce qu'on considère comme étant le entre guillemets néant. Voilà. Bref, Oui, voilà. c'est tout à fait. Donc c'est basé en fait sur des travaux, sur des calculs physiques qui démontrent en fait que l'énergie totale de l'univers est nulle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a autant de matière que d'antimatière, autant d'énergie. Alors, où est passée l'antimatière? Ça, c'est une vraie question, mais il y a autant d'énergie positive que d'énergie négative. Donc, si l'énergie totale de l'univers est nulle, en fait, tu peux effectivement créer l'univers à partir de rien. C'est ça que disent un certain nombre de La physique spéculations. de physique quantique, ouais. C'est pas que de la physique quantique, en fait, c'est Oui. c'est plus basé sur la relativité générale. En fait, ce sont des extrapolations théoriques faites à partir de calculs de théories qui restent incomplètes. Donc, Mhm. on peut pas le prendre comme étant quelque chose, si tu veux, de certain, mais Bah, ça l'occurrence, peut se discuter. en l'occurrence, effectivement, on peut pas dire que ce sont des théories. On est plutôt sur de l'hypothèse euh, très, très, très fortement corrélée ou sur des postulats C'est une extrapolation. C'est qu'en fait, d'extrapolation de. Ouais, d'accord. tu extrapoles à l'univers en entier quelque chose qui était normalement pas conçu pour ça, mais tu te dis: «Bon, OK, si j'étais capable de voir, qu'est-ce que dit la théorie?» Mhm. Et donc la théorie dit ce résultat un peu étonnant, c'est que voilà, que l'énergie totale est nulle. Et donc alors ça peut être une erreur de la théorie, mais tu peux aussi dire finalement c'est pas si absurde que ça et finalement, bah, ça explique la nécessité de l'existence. Oui, C'est-à-dire oui. qu'en fait, voilà, en fait, il y a pas de force magique, il y a pas de violation de la loi de conservation. C'est qu'en fait, c'est simplement des contraires et c'est une idée qui est très ancienne. Si tu vois Giordano Bruno, qui est un Mhm. précurseur de Spinoza, Mhm. alors et qui lui, c'était sa très, très grande idée, c'était ce qu'on appelle la coexistence des contraires Mhm. et c'est comme ça que lui expliquait, l'existence de la réalité. Donc ces idées, en fait, qu'on retrouve, dans la physique contemporaine, elles existent, de façon très ancienne. Alors, on va passer peut-être à un autre sujet. Mhm. Donc j'ai Alors, beaucoup apprécié quel autre tes reproche as-tu à me non, faire? non, alors c'est pas vraiment un reproche, c'est plus un conseil, tu vas Une voir? remarque ou Une ouais, remarque. d'accord, Enfin si, c'est une reproche aussi, mais c'est normal. d'accord. Alors, en fait, j'ai vu que donc tu as beaucoup là abordé la question de la Genèse, donc tu pas fini encore. Et puis tu as commencé un peu le Coran, mais je pense que tu vas à un moment donné à terminer la Genèse et arriver à l'Exode. Et je t'ai entendu dans un de tes lives dire que Moïse n'était pas un personnage historique et que l'Exode n'était pas historique. Mhm. Ce que je croyais moi aussi, il y a quelques années, c'est-à-dire au sens où c'est ce que dit la critique rationaliste. Et j'ai un peu creusé la question et parce que je me suis beaucoup intéressé, moi à la polémique qu'il y a eu entre les païens et les chrétiens dans l'Antiquité. C'est-à-dire que quand le christianisme est arrivé, ça a pas du tout été reçu comme on nous le présente aujourd'hui, hein. Ah oui, oui, Les non, mais gens bien sûr, on a vers la propagande cinématographique une vision mais complètement fausse bien sûr. de ce qui s'est passé. C'est une guerre civile, pour eux, c'est une secte de fous et qui a déclenché une guerre civile, Mhm. heu et qui est en fait la cause véritable de l'effondrement de l'Empire romain. Hem donc on a tout un tas de textes,
le philosophe Cels, La Cité de Dieu d'Augustin, dont on oublie souvent de dire Mhm. que le titre véritable n'est pas La Cité de Dieu, mais La Cité de Dieu contre les païens. En Mhm. fait, c'est une apologie du christianisme, mais pour expliquer pourquoi le paganisme n'allait pas. Donc on a tout un tas de textes comme ça, à cette époque, 1er siècle, 2e siècle, entre le 1er et le 5e siècle, on voit la polémique entre le camp, on va dire, judéo-chrétien et le camp, Paganiste. éloquent des païens, et on découvre beaucoup de choses et ça permet bien de comprendre, et les parallèles avec notre époque sont à mon avis extrêmement frappants, et ça permet aussi de mieux comprendre le christianisme parce que quand tu ne le vois que du point de vue des historiens chrétiens, il y a des choses qui t'échappent. Quand tu vois la critique que faisaient les contemporains, il y a ce nombre de choses qui s'illuminent et quand tu relis la Bible, tu fais: «Ah oui d'accord, en fait ce passage-là, ça veut dire ça». Mhm. Donc ça, c'est quelque chose que les théologiens n'ont pas. Eux-mêmes ils ne comprennent pas à quel point, à ce qu'est réellement leur religion. On est 2000 ans plus tard, il y a des déformations qui ont eu lieu. Et donc voilà, bon, ma longue introduction. Et donc j'ai découvert un texte dans cette polémique qui est un texte qui s'appelle le Contrapion. C'est-à-dire que c'est Flavius Joseph, qui est un historien juif. Mhm. Je connais. Bon, il est forcément très connu, reconnu d'ailleurs par les autorités chrétiennes, donc Mhm. on ne peut pas nous imposer. Et il y a eu une polémique à Rome Alors sur le judaïsme. qui est très connu parce que il y a des textes dans lesquels Flavius Joseph, entre guillemets, cite les chrétiens ou Jésus. Sauf que ces bouts de texte où il cite les chrétiens ou Jésus, il est quand même fortement soupçonné que ce sont carrément des interpolations ou carrément des remplacements, enfin des inventions pures et simples du traducteur ou du copiste qui a dit ah bah non mais enfin, forcément il faut qu'il parle de Jésus donc je vais rajouter une petite phrase. Voilà. Alors en fait, Donc c'est tout à fait ça. Voltaire disait que c'était un faux grossier. mm, absolument. Alors en fait, parce qu'on a plusieurs versions du manuscrit, Mhm. et dans la version, le passage sur Jésus est différent à chaque fois. Ben voilà, c'est ça. Donc au bout d'un moment, on va rajouter un truc Donc sur Jésus. Mais t'as écrit quoi, toi? Non, c'est donc fabuleux. donc le reste du texte est le même, par contre le passage sur Jésus est différent à chaque fois. Voilà. Donc ça a posé la question de savoir est-ce qu'il y avait un passage sur Jésus dans la version originale ou quelle est la bonne version? Et donc ça pose un énorme doute sur donc quand on dit que ce passage de Jésus prouve l'existence de Jésus, c'est effectivement un argument très, très faible puisque on a toute une raison de penser que ce passage a été traficoté. Hem, alors maintenant, on va peut-être pas lancer ce sujet, mais moi je suis arrivé à la conclusion que Jésus était probablement un personnage historique. Je connais les arguments parce que je suis un rationaliste, voilà Mhm. mon ma mon mon idée de base, enfin j'étais plutôt convaincu par la thèse mythiste et Moi je pense qu'il aussi. y a des bons il y Moi a des aussi. bons arguments dans la thèse mythiste. Absolument. J'ai vu qu'Onfray l'a beaucoup défendu, Oui. mais finalement après avoir bien travaillé la question, je suis arrivé à la conclusion que Jésus était historique. Alors pour en discuter peut-être d'autres raisons, ce qui m'a convaincu de ça. Mais, je voulais terminer sur cette question de parce que sinon on va passer dans tous les sens. Alors, Heu alors pardon, juste pour l'historicité de Jésus, est-ce que tu as lu les bouquins de Bart Ehrman? Non. D'accord, parce qu'il est considéré comme étant le grand spécialiste hein, de cette période et de cette question. Donc c'est un mec qui enseigne aux États-Unis, voilà, qui était croyant, tout ça, etc., et qui est considéré comme vraiment la référence, Bart Ehrman. Donc Bart comme Simpson et Herman E-R-H-M oui attends E-H-R attends E-H-R E-H-R ou E-R-H-M-A-N je sais plus Mmh mh. voilà et donc en fait moi j'ai découvert une de ses interviews sur une autre chaîne athée qui s'appelle Don't Drink the Kool-Aid qui est vachement bien si vous parlez anglais vraiment c'est super bien foutu et dans cette interview, Batterman expliquait que il y avait quand même un certain nombre en tout cas, de faisceaux d'indices qui permettaient de conclure. Alors, est-ce qu'il s'appelait exactement Jésus? On ne sait pas, mais manifestement, il y avait un rabbi qui est un peu plus cinglé que les autres et qui est sorti un peu plus, voilà, un peu plus véhément et un petit peu plus extraordinaire que les autres, qui est sorti du lot et qui a quand même suffisamment marqué l'histoire pour que voilà, il y ait un mouvement qui se mette en place. Alors maintenant, est-ce que on peut considérer que tout ce qui a été raconté à propos de Jésus fait partie en partie de la thèse mythiste, c'est-à-dire qu'il y a toute une construction mythique qui s'est mise en place, qu'on peut soupçonner d'ailleurs, parce que quand on constate par exemple que plus le temps passe, plus les récits des évangiles deviennent extraordinaires. C'est-à-dire que vous regardez les premiers récits. Alors déjà, si vous lisez Paul, les
les lettres de Paul, il n'est pas question de miracle, etc. Enfin, tout ça, ça n'existe pas. Tous les miracles et tous les tours de passe-passe de magie de Jésus, c'est dans les derniers évangiles, c'est-à-dire les plus tardifs. Ce qui correspond au fait que ben, plus un récit est ancien et plus il est répété, plus le merveilleux s'ajoute. C'est un truc qu'on a vraiment dans beaucoup d'histoires. Donc oui, comme toi, j'étais plutôt un partisan de la thèse mythiste. Et en découvrant Barterman, etc., ma vision est beaucoup plus nuancée de ce côté-là. Euh, je considère effectivement qu'il y a eu un personnage un peu particulier qui s'est distingué un peu plus que les autres, qui a probablement effectivement été exécuté par les Romains, mais pas comme un dieu et pas après un procès et machin, etc., mais comme un simple fouteur de merde, comme un simple opposant au régime dictatorial romain. Et Non, 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 pas du tout. ah, mais si, Non, si, si. non, 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 Rome n'est pas une dictature. Tout le Non, monde, mais pas une dictature, mais bon, tout le monde est. truc Il faut, d'occupation. ah non, ça c'est là. Alors voilà, là, c'est Alors, vas-y, là ça. Alors dis-nous, bon, ça dis-nous. je Je, me- m'insurge je contre ça. proteste, je proteste. Les Romains étaient parfaitement civilisés. Tout à fait. Alors Mais oui. si tu vas sur ma chaîne, tu verras, j'ai fait une série sur la question de la chute de l'Empire romain et des liens avec le christianisme. Ouais. Et je cite un certain nombre d'historiens, Alors, Ernest Renan. est-ce que la vision d'Edward Gibbon est vraiment. Enfin, tu penses que la description de Gibbon est plutôt. Enfin, est encore valable de nos jours ou Alors, j'explique tout ça dans la série de vidéos que j'ai fait sur ce sujet. D'accord. Donc, en résumé, parce qu'il faut qu'on traite les sujets un par un, parce que sinon, Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. ça va partir dans tous les sens. Je prends des notes, c'est pas grave, on a le temps de discuter. Alors, moi aussi, j'avais cette vision, si tu veux, je pensais que les Romains étaient brutaux et que le christianisme avait apporté un adoucissement des mœurs, c'est qu'il y avait quand même quelque chose, si tu veux. Ah non, non, Je non, parle encore une fois, c'est pas du tout ma vision, hein. voilà. Non, non. Et quand tu travailles, mais sérieusement, c'est-à-dire que tu lis les textes, tu lis vraiment voilà, comment pensent les chrétiens à l'époque et comment de l'époque, de l'Antiquité. Moi, je parle Ouais, pas parce que ouais, déjà, bien sûr. tous les extrémistes catholiques, ils ne te parlent que de Thomas d'Aquin et du Moyen Âge. Oui, oui. C'est-à-dire, moi, à la limite, ça m'intéresse pas, ça. Ils ont remis Aristote, je veux dire, pour l'époque, c'est un progrès, en fait. Mhm, Je suis d'accord avec eux. Non, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Antiquité. C'est le moment où on était païen et on est devenu chrétien. mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que c'était un progrès? Et là, quand tu travailles, mais t'es épouvanté. Non, non, bon. Alors, donc, je cite pas que Gibbon, je cite également Ernest Renan, je cite beaucoup de gens dans ma vidéo. Mhm. J'ai lu tout ça. C'est énorme hein, à lire. Ça me pris Oui, des années. j'imagine, oui, parce que oui, J'ai écouté les... ou Gibbon ou Renan, ils ont tendance c'est un peu Proust, hein. C'est Ah, proustien. Il y a de euh, la phrase. c'est C'est dense et mais c'est long. oui, oui, c'est très long, mais c'est de la grande qualité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de... C'est-à-dire qu'il y a des citations et tu vas retourner dans... Parce que moi, j'ai fait aussi un travail de lire les sources directes. Ouais. Et là, tu vois qu'ils ont, enfin, pour écrire ce qu'ils ont écrit, ils ont lu, et quand tu vois tout ce qui est étudié, donc moi j'ai pas pu faire tout le travail qu'eux, parce que c'est une vie, hein, mais j'en ai fait beaucoup, et je suis capable, si tu veux, c'est comme, j'ai une formulation simple, je ne sais pas jouer du violon, si tu veux, comme un grand auteur, mais par contre, je fais la différence entre un très bon violoniste et un mauvais, tu vois. Oui, bien sûr. C'est, à un moment donné, t'arrives à un certain niveau, où sans être toi-même un expert, tu es quand même capable d'être voilà, un amateur de très bon niveau, et de Mhm. voir qui sont les bons et qui sont ceux qui sont pas bons. Les flûtistes, voilà. Voilà, les flûtistes. Voilà. Donc après, bon, après chacun a ses présupposés idéologiques aussi. Bien Ça, sûr, faut les voir. bien Et sûr. il faut pas qu'ils soient cachés. Donc, mais Renan n'était pas un ennemi acharné de la chrétienté. C'est un pseudo, c'est quelqu'un, une espèce de, voilà, Mais il était il a, croyant d'ailleurs quand il était jeune, donc il était croyant quand il était jeune, il a failli être il a un oui, respect pour la religion, mais il en a marre de la superstition et ouais, de c'est l'Église ça. catholique. Mhm. Donc voilà, il représente un chrétien très critique, Mais comme on... c'est exactement l'histoire de Barterman, hein. C'est pareil, Donc, donc, même trajectoire. bon, lui-même, comme Gibbon, comme plein d'autres, t'expliquera à quel point les gens sont heureux dans l'Empire romain. C'est-à-dire que ça a été, quand l'Empire romain est arrivé, c'est pas du tout une dictature, c'est le bonheur, enfin le sentiment de bonheur
et la prospérité économique est du jamais vu sur terre. Oui, oui. C'est, en gros, il y a eu les 30 C'est une Glorieuses. vraie révolution, oui, absolument. Voilà. Les gens ne se révoltent pas, hein. Ils se révoltent plus. Je veux dire, 30 ans après Vercingétorix, les gens l'avaient oublié et ils étaient tellement que le niveau économique, le niveau de vie a monté en Gaule juste après. Donc Mhm. la guerre a été effectivement, l'invasion, ça a été violent, mais juste après, Ah bah, la Pax euh, Romana, c'était pas une vue de l'esprit, quoi. c'est pas une vue de l'esprit, c'est véritablement quelque chose. Je vois que Renan dit, ce bonheur-là, le monde ne l'avait jamais connu. C'est-à-dire qu'on avait des chefs de tribus qui étaient complètement en guerre en permanence, Mhm. il y avait pas d'espace pacifié, Mhm. il y avait une instabilité, et même en Grèce, parce qu'ils n'avaient pas réussi, et Rome, en fait, est la première structure qui va être capable de faire ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire tu peux aller dans la ville d'à côté sans te faire trucider. Mhm. Si on te vole, bah, tu auras un magistrat qui va venir, avec une police qui va venir régler, donc les gens arrêtent de s'entretuer. Et donc, comme il y a une sécurité, il peut y avoir une prospérité, une économie qui se développe, Bien sûr. et ils sont tolérants vis-à-vis des identités religieuses. Ils sont, voilà, donc clairement, les Juifs vont se révolter, mais parce que ce sont des arriérés préhistoriques superstitieux complètement fanatiques. Oui, oui, oui. Euh, Ce sont des emmerdeurs. euh, c'est pas, ils sont pas particulièrement oppressés par les Romains. Ça, c'est la vision que montrent les péplums. Mhm. D'ailleurs, même Renan l'explique assez bien. Il dit en fait, ils sont contre l'impôt, mais pas parce que les impôts l'impressent. Ils sont contre les impôts parce qu'ils sont en théocratie. C'est-à-dire que le principe même d'un gouvernement, c'est-à-dire de payer, il faut savoir, bon, une anecdote qui est rapportée qui te raconte, pour moi, qui est énorme. Tu as Ponce Pilate, il va prendre l'argent du temple pour Mhm. construire un aqueduc, pour apporter l'eau gratuitement à la population de Jérusalem. Il n'y avait Mhm. pas l'eau à Jérusalem. Mhm. Donc, c'est pas une oppression du peuple, ça. Ah C'est non. apporter l'eau pour tout le monde, aux pauvres, pour avoir de l'eau dans la ville. Mhm. Voilà. Et les juifs extrémistes se révoltent contre ça. Donc, je veux dire, tu défends quoi? Tu es contre le fait que l'État prélève un impôt pour apporter l'eau gratuite à tout le monde. Je veux dire, c'est voilà. Donc là-dessus, ça, c'est pas des choses qui sont montrées dans les péplums. On te montre le méchant gouvernement romain. Mhm. On te permet pas de comprendre ce qui se passe. Mhm. Donc voilà. Donc je m'insurge. Ça c'est voilà. Je pense que justement, ça c'est quelque chose un apport peut-être que je peux Oui, oui, non, mais enfin, que c'est très important parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette on est vision. dans une civilisation chrétienne et même les athées n'ont pas suffisamment, sur certains points, pris suffisamment de recul. Ils ont une vision qui est complètement voilà, déformée par les 2 millénaires de domination des chrétiens et dans les universités. Et donc, on a tout un tas de points où il est important justement de retravailler, d'aller voir quel était vraiment le point de vue païen et de reconfirmer avec les sources et de voir que sur certains points, la situation est quand même pas l'image qu'on en donne. Donc, moi, je suis clairement pro-romain, je l'assume, très clairement. Je suis même une espèce d'épicurien, donc là, je me réclame même des philosophes de cette époque. Cochon, C'est va. re- Oui, Cochon, va. non, 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 les- l'épicurisme, tout le monde comprend. Tout- quand tu dis épicurien, les gens ne voient qu'une chose, c'est orgie. Je sais pas, ça, non, il y a eu un grand travail. Il y a eu un non, non, grand. mais c'est la vision de la plupart des gens qui connaissent pas ce qu'est Oui, l'épicurisme. c'est la vision. Quand tu dis épicurien, la plupart des gens ont cette vision que c'est des jouisseurs qui n'ont aucune limite, qui ne pensent qu'à baiser, à boire, à bouffer. Alors qu'en fait, l'épicurien, c'est celui qui est capable, quand il a fait un effort, voilà, de savourer un simple verre d'eau fraîche, parce que justement, enfin, c'est exaltant, quoi. Alors, on va rester. Oui, alors, il y a deux caricatures, à mon avis, sur l'épicurisme. Il y a effectivement la caricature qui en fait des jouisseurs sans limite, et l'autre caricature qui part dans l'excès opposé, et qui est de dire que ce sont des personnes qui sont dans l'ascète, en fait. Oui, c'est ça. Dans, Dans et en l'ascétisme, fait, c'est pas du tout ça. si tu lis les textes, là encore, tu vois qu'effectivement, dans les textes, ils te disent, à la fois, ils te disent, on peut faire un excès de temps en temps, donc effectivement, ce ne sont pas des ascètes, et ils te disent en même temps, non, non, notre but, c'est le bonheur, on n'est pas. Donc, non, c'est plus mesuré que ça. Il y a eu en fait, c'est les adversaires, c'est ce que montrent les sources historiques, c'est les adversaires qui ont voulu caricaturer la doctrine Bien sûr. et qui l'ont attaqué là-dessus et qui l'ont attaqué sur ces malentendus. Mais fondamentalement, sur les témoignages qu'on a, oui, ce sont des jouisseurs, mais on va dire mesurés. Donc, c'est pas la débauche. Ils condamnent la Oh, débauche, euh, oh. même si un petit excès de temps en temps n'est pas, voilà, peut faire partie. Bah, de la En vie, fait, quoi. ils condamnent la débauche au nom du plaisir. En fait, c'est une théorie qui dit en fait, tu as un excès.
as un excès, tu vas te rendre malade, et puis le plaisir devient moins intéressant quand justement, quand il est plus mesuré, tu tu as Bah, une c'est la forme de, différence, c'est cette différence entre l'ivresse et le fait d'être bourré. L'ivresse de temps en temps, ça peut être agréable, mais aller jusqu'au fait de se mettre la gueule à l'envers et d'être malade parce que tu vomis, parce que tellement t'as bu d'alcool, voilà, ça marche pas. alors, revenons sur Jésus, Ouais. parce qu'on aura l'occasion de parler des épicuriens une autre fois, mais là, Mhm. ça va sortir des thèmes de ta chaîne, je préfère qu'on reste Ouais, ouais. sur le thème principal. Donc, alors on a raté le coche, donc, Sur Jésus, heu, donc ouais, l'historicité de Jésus. voilà, sur l'oricité de Jésus, donc, moi, alors l'argument, moi, qui me convainc, enfin qui m'a convaincu, si tu veux, qu'on doit reconnaître que c'est un personnage historique, c'est que certes, le passage sur Jésus est interpolé, donc on ne peut pas en conclure grand-chose. On peut peut-être imaginer qu'il en avait parlé et qu'il y avait un autre texte, mais comme on ne sait pas ce qu'il a dit, c'est difficile de dire. Et puis, il faut voir quelque chose, c'est que Flavius Joseph est né, il est né, je crois, après la mort de Jésus. Donc, de Ah toute bah façon, il l'aurait pas largement, oui. reconnu. Voilà, il l'aurait pas connu directement. En revanche, il nous parle d'un personnage qui est Jacques, qui est donné comme étant le frère de Jésus. Mhm. Et on a pas mal d'éléments, là, pour le coup, qui est décrit comme un personnage historique. Et là, les passages sont pas interpolés. Parce qu'ils sont moins, ils ont moins intéressé, si tu veux, les auteurs chrétiens. Et ce personnage a été assassiné d'ailleurs par les Juifs, parce que c'était un factieux. Enfin, il était identifié comme étant un factieux à l'époque, par les Sadducéens. Il y a plusieurs Mhm. écoles à Mhm. l'intérieur du judaïsme. C'est un des grands prêtres du temple de Jérusalem, avant d'ailleurs la grande révolte. Mhm. Et il est présenté comme un personnage historique, et c'est lui qui, en fait, a dirigé, l'école, de Jérusalem. Et d'ailleurs, comme il était plutôt dans un retour au judaïsme, les chrétiens l'aiment pas trop, en fait, comme personnage. Il est un peu été mis de côté par la tradition chrétienne. Mhm. Et ça pose d'ailleurs le problème, puisque si Jésus avait un frère, comment Marie est vierge et tout? Alors tu sais qu'il y a toute une polémique pour dire que c'est le mot frère veut dire cousin. Bon voilà, Alors, mettons tout ça. c'est ça, et puis il y a aussi le fait que euh, l'école catholique, en particulier catholique, insiste sur le fait que quand on dit que Marie est vierge, c'est vierge de tout péché, et que l'Immaculée Conception ne concerne pas le fait que Jésus est né sans qu'il y ait eu rapport sexuel, mais sur le fait que Marie est née sans péché, contrairement à toute la lignée humaine. Oui, Toute la lignée humaine est donc entachée par le péché originel, oui, oui. et le terme Immaculée Conception concerne le fait que Marie n'est pas victime de cette malédiction de lignage. Elle Donc est ça, ça c'est effectivement une. c'est de l'interprétation. Oui, c'est une des raisons théologiques qui ont poussé à inventer ce dogme, mais c'est une superstition païenne, en fait. Platon avait fait croire qu'il était né d'une vierge lui aussi, hein. Oui, Donc bien sûr. Mais c'est des super. comme Isis, comme Et machin. voilà. Donc c'est des superstitions courantes dans l'Antiquité, donc c'est possible qu'ils aient rajouté ça sur Jésus parce que ça fait du miraculeux, quoi. Donc si on revient à notre affaire, Jacques, frère de Jésus, les protestants ont dit que qu'en fait, c'était né d'un autre, qu'il pouvait être né d'un autre mariage. Non, je crois que c'est non, les protestants, eux, acceptent qu'en fait, que Marie n'était pas vierge. Oui, oui, D'ailleurs, ce qu'a d'ailleurs, il fait n'y a des pas de, grands, il y a pas de, il y a pas de culte marial en protestantisme. voilà. Mais mettons de côté cette polémique, parce que peut-être, allez, admettons que c'était que c'est amené d'un autre mariage du père de Jésus, ou bon, bref, ou que c'est son demi-frère, ses demi-frères, ou que ce soit ses cousins, machin et tout. On a un texte historique qui nous parle d'un personnage, Jacques, qui semble être un personnage historique parce qu'il a interagi avec d'autres personnages historiques de l'époque. D'ailleurs, on décrit même sa mort. Lui, il ressuscite pas. Et, et ce personnage a apparemment un lien de parenté biologique avec Jésus-Christ. Donc, si tu as un personnage historique qui a un lien de parenté biologique avec Jésus-Christ, c'est donc que Jésus-Christ est un personnage biologique qui a existé. Non, je suis pas d'accord avec cette, parce qu'on peut très bien inventer le fait que Attends, pour justifier que ce personnage est important, on peut très bien lui inventer une parenté. Donc, alors, on peut lui inventer une parenté, mais là, le texte, on n'a pas d'éléments pour prouver que le texte a été interpolé. Donc, non, mais soyons clairs. même s'il n'est pas interpolé, Flavius Joseph ne fait que rapporter des on-dit. Donc, on peut très bien lui avoir on peut très bien lui Alors, avoir oui, dit, oui, oui, il on est existe d'accord, un mec qui s'appelle Jacques et qui est le frère de Jésus. Ah bon, il existe un mec, tu vois. Bon, donc, d'accord. Mais Flavius Joseph n'était pas
pro-chrétien, il était pro-juif, Mhm. donc il n'avait pas de raison à cette époque-là, d'écrire des histoires pour, défendre le christianisme. Donc si le passage sur Jacques n'est pas interpolé et que c'est lui qui l'a écrit, et un certain nombre de gens pensent que ce passage-là, c'est lui qui l'a écrit, vu le style, les chrétiens n'auraient pas tourné comme ça, Mhm. vu qu'il est quand même très négatif, on a des raisons à penser que ce personnage, qui est considéré comme un historien de l'Antiquité, un historien peut se tromper. C'est pas une preuve absolue, on n'est pas en science, hein. Ouais, C'est bon, pas de la d'accord. physique où tu peux refaire l'expérience dans le laboratoire, mais on a un personnage qui est considéré comme un historien, on va dire accepté, Relativement re sérieux. relativement. Il a décrit le siège de Masada, puis on a découvert dans l'archéologie qu'il avait vraiment eu lieu, on a retrouvé les passages. Il y a des choses qu'il nous a dit qu'on a pu confirmer dans l'archéologie. Donc c'est pas complètement de la fumisterie, Oui, mais Flavius alors Joseph. c'est ça le danger, c'est-à-dire que c'est pas parce que Flavius Joseph, il y a des parties de Flavius Joseph dont on a pu vérifier qu'il disait pas de bêtises, que ça prouve que sur d'autres Ce passages, n'est pas une preuve. il a pas raconté n'importe quoi. Donc Non, ce n'est pas une ça c'est déjà le premier truc. Le alors, deuxième truc, ce n'est pas c'est par rapport à l'argument que tu as donné tout à l'heure, qui me trouble un oui. petit peu, où tu disais que Jacques, manifestement, avait pris un virage de retour, entre guillemets, à la tradition judaïque. Euh, il me semble que si Flavius Joseph est pro-juif, ça paraît logique qu'ils disent du bien de lui. Non, non, alors, excuse-moi, j'ai pas été suffisamment précis. D'accord. Tu sais, tu as l'école de Paul. Oui. Paul, c'est vraiment l'ouverture et en même on abandonne la tradition juive, Hmm. alors que tu as les judéo-chrétiens, bon ça, Ernest Renan l'explique très bien, Mhm. qui sont des chrétiens, mais qui veulent conserver la tradition juive. Mhm. Donc ils conservent, tu sais, il y a toute une Les la question de la circoncision. rituels, la circoncision, la La cachérot, circoncision, voilà, donc il y a etc. ceux qui, comme Paul, l'école de Paul, qui disent la circoncision, on n'a pas besoin, Mhm. et il y a ceux, comme dans l'école de Jacques, qui vont dire: «Mais si tu pas circoncis, tu peux pas être chrétien. La christianisme est quelque chose qui se rajoute au judaïsme, tu peux pas faire du christianisme sans le judaïsme». Donc ça, voilà, donc ça, c'est en ce sens-là Mhm. qu'il est un retour au judaïsme, mais c'est pas un il est en conflit avec les purs juifs qui, eux, ne reconnaissent pas Jésus. Tu comprends? Donc il y en a aucun qui s'entend de toute façon dans ces sectes, Ah hein. bah, Ils de toute sont façon, tous ils se tirent tous la bourre. Enfin, je veux dire, ah bah, ils ils- s'entretuent en permanence. Voilà, donc je veux juste être précis pour pas être mal compris. Pour moi, je parlais de preuves absolues d'existence et tout, ça non, n'a mais pas de sens. on a bien Voilà, compris qu'en histoire, il n'y voilà, avait pas de preuves, mais il y avait juste des faisceaux concordants. voilà. Mais par contre, voilà, simplement, on a quand même un historien qui nous parle pas de Jésus. Ça, je suis d'accord, le texte, le passage est corrompu, mais on a quand même un élément pour parler qui parle du frère de Jésus. Et donc, si le frère de Jésus a existé, bah, il semblerait qu'on doive reconnaître l'historicité d'un personnage qui s'appelle Jésus. C'est simplement ça le raisonnement, voilà, qui m'amène à dire qu'on ne peut pas absolument dire qu'il n'y a pas de preuve historique, comme mon frère le répète, parce que voilà, je dis son argument, il va pour le témoignage sur Jésus, mais il va pas pour le témoignage sur le frère de Jésus. Mais peut-être effectivement la vision d'Onfray rejoint celle des hypercritiques qui disent on a tendance à être beaucoup plus entre guillemets compréhensif. En gros, que le niveau d'exigence de sérieux des textes est beaucoup moindre dès qu'il s'agit de ce sujet-là. Flavius Joseph a décrit, enfin, si tu lis ses textes, il a un rapport d'historien, hein. Je veux dire, lui, il Mhm. raconte quand même des histoires, il raconte Titus, il raconte machin, bah, Ouais, oui, Vespasien, il d'accord. te parle des empereurs romains, il te parle de Ponce Pilate, tout le monde est à peu Mhm. près d'accord qu'il a existé, historiquement. Ouais, même si les Alors dates sont pas. il y a des incertitudes sur les Il y dates, a de gros mais elles problèmes sont pas sur de les. beaucoup, hein. Ouais, Oh, 3-4 ans, ça c'est pas énorme, hein. ouais, 3 4 ans, enfin, alors ça dépend des interprétations. Des fois, on est quand même sur du 10 12, hein, mais bon, ok. De toute On va dire façon, 5 7 pour faire une les moyenne. textes, les évangiles ont été écrits après 70 donc effectivement, c'est du souvenir reconstitué, hein. C'est pas des contemporains qui ont écrit. On est d'accord là-dessus. Alors, Donc il peut y on avoir parlait de téléphone arabe. Moi, je parle de téléphone araméen. oui, mais alors ce que montrent, c'est les textes, ah oui, alors je voulais revenir également sur un autre point que tu as dit, ça me revient. Ah oui, pardon, excuse-moi, juste truc. Et puis surtout, il faut se méfier de la notion de frère, parce qu'il y avait beaucoup, l'air de rien, comme il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche ou ce genre de choses, il y avait beaucoup d'adoptions. Et donc, la famille recomposée, c'était un truc qui était tout à fait banal à l'époque. Et Ah, c'est possible. il y a un problème, c'est que de la même manière qu'il y a des gens qui comprennent pas le mot prochain en pensant que c'est quelqu'un qui est proche, alors c'est pas du tout le sens. Frère, le problème, c'est que un frère, enfin moi, j'ai quand même pas mal de relations avec l'Afrique. Combien de familles
surtout avec les gens qui disent oui, mais c'est mon frère, c'est ma sœur, etc. Et puis quand tu creuses le lignage biologique, il y en a pas, en fait. C'est mon frère. Ah bah oui, parce qu'il a toujours vécu avec nous, mais en fait, c'est le fils de la voisine, du cousin, de la. Ah ouais, d'accord. Donc vous avez aucune relation biologique, voilà. Bah oui, mais Oui, c'est mon frère. Donc c'était un truc quand même assez banal à l'époque aussi. Donc c'est dans les sociétés tribales. Dans les sociétés tribales, on appelle frère dès qu'on est un ami, en fait, ouais, parce c'est qu'on ça. se on se Tu on fais se on partie se de la on se défend tribu. qu'en famille, hein. Ouais, c'est C'est ça. partie de la tribu. Donc Hem, il y a ce hiatus aussi de la signification du mot frère et de ce il y que a un ça recouvre. débat, c'est un débat interminable et donc on ne pourra pas aller plus loin. Mais voilà, c'est Clairement. alors je voulais intervenir juste un petit Oui, point justement sur ce que tu as dit, que le christianisme primitif était plus rationnel et qu'après on est monté dans l'irrationnel. C'est bizarre, moi j'ai la lecture inverse. Et Renan, lui, fait la lecture inverse. Il dit, que le christianisme primitif était complètement magique, irrationnel, et que c'est justement ça, c'est ce que je pense, c'est que ça se corrige avec le temps. Les premiers écrits, les écrits gnostiques, les évangiles apocryphes, Jésus fait des miracles bien plus impressionnants encore que dans les évangiles, retenus par l'Église de Constantin. Donc là, c'est, voilà, j'ai j'ai dit une ça, moi? il me semble que, bah, non, mais c'est pas grave, il me semble Parce que, que tu parce as que, dit l'inverse, oui. parce que, enfin, clairement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, les évangiles, D'accord, OK, alors c'est peut-être les évangiles apocryphes, c'est du Harry Potter, quoi. Enfin, je veux dire, oui, voilà, c'est il du y a, Harry Potter, il y a des, ouais. il y a des, il y a des- alors pour ceux qui connaissent pas, enfin, alors pour ceux qui connaissent pas, bon, il y a les évangiles en général, d'accord? Les évangiles, c'est des textes qui ont été écrits en général en grec, voilà, à peu près dans la même époque, entre 70 et, alors on va dire en général 300. Voilà, grosso merdo, voilà, dans des styles assez comparables, etc. Il faut bien comprendre que les évangiles qui font partie de la Bible, c'est ce qu'on appelle les évangiles canoniques, ou, merde, ils ont un autre nom aussi. Enfin bon, bref, c'est des évangiles qui ont été retenus par les gens qu'on appelle les pères de l'Église, qui ont estimé que ça devait faire C'est partie. Constantin, hein. Oui, voilà, bon, mais après, il y a eu aussi les conciles, etc. Oui, Euh, mais c'est Constantin qui tirait les ficelles, hein. oui, d'accord, donc bon, en fait, Il était le 13e apôtre, hein. oui, oui, c'est vrai. Faut pas oublier. Donc il y a eu des choix des textes. Parmi tous les textes qui étaient disponibles, ils ont choisi ceux qu'on allait mettre dans la collection, dans la bibliothèque, donc qui est devenue ce qu'on appelle la Bible, qui est une compilation en fait, qui est un Reader's Digest finalement de l'époque. Et donc il y a des tas d'évangiles qui n'ont pas été retenus. Et c'est ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Il faut savoir qu'il y a des évangiles apocryphes qui sont antérieurs à certains des évangiles qui sont dans la Bible. Ça, il faut pas oublier. Et il y a un truc qui est assez fascinant, c'est que euh, dans ces évangiles, alors évidemment, dans les plus tardifs, comme on disait, plus ils sont tardifs, plus il y a du merveilleux. Il y a des évangiles apocryphes qui racontent que Jésus avait tué certains de ses petits camarades quand il avait 6 ou 7 ans, en faisant voler des poutres de l'atelier de son père, où il avait tué des petits camarades parce qu'il avait perdu à un jeu, où il s'amusait à faire voler les gens qu'il contrariait. Enfin bon, voilà, du strip vraiment, mais c'est strictement n'importe quoi. C'est très drôle. Donc, alors revenons à Flavius Joseph, parce on était parti sur là-dessus et sur Moïse. Donc, Oui, en oui, c'est ça, travaillant donc Moïse. sur cette polémique qu'il y a donc entre le camp des païens et le camp des judéo-chrétiens, eh bien, on a un texte qui s'appelle le Contrapion, qui est un texte donc qui est écrit par Flavius Joseph, donc un historien juif du 1er siècle, Mhm. et pour défendre la tradition judaïque qui est attaquée par les Romains. Et, dans ce texte, eh bien, il va faire une apologie, une défense du judaïsme, et pour renforcer Son argumentation, son argumentation, sa eh démonstration. bien, il va invoquer un historien égyptien très connu, puisqu'on a beaucoup d'autres auteurs antiques qui parlent de cet historien égyptien. Donc, on n'a pas les textes de cet historien égyptien, malheureusement, directement, Mhm. mais on a tout un tas de citations de cet auteur. Et par recoupement, on arrive à peu près à voir ce qu'il avait dit, au moins sur certains sujets. Et quand tu lis donc ce Contrapion, eh bien, tu découvres que pour un historien juif, donc du 1er siècle, et, et, et pour des historiens égyptiens, eh bien, Alors, Moïse est un de quel siècle l'historien égyptien?
Alors, Manéthon écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mhm. Et il écrit en fait pour des empereurs. Tu sais que la Grèce a été conquise par Alexandre le Grand. Oui. Et donc, tu vas avoir des pharaons grecs Oui, bien en, sûr, en, c'est en, la en, en- polémique en- qu'il en y a Égypte. eu. Oui, C'est voilà, la polémique qu'il y a eu avec, comment elle s'appelait, avec Cléopâtre. avec Cléopâtre, qui était absolument pas Voilà, noire, Cléopâtre est une grecque, est une grecque pur jus, quoi. voilà. Donc à cette époque-là, tu as des pharaons grecs. Donc Et alors, pardon, cet historien, donc c'est 300 avant Jésus-Christ, donc on est 7 siècles après l'histoire supposée de Joseph et de Moïse, etc. alors, je pense qu'on n'est pas sur la bonne datation. Pour nous, enfin, moi, je pense que c'est 1500, la date de l'Exode. Pardon, on va y venir progressivement. Et donc, alors, ce qui est important, déjà, parce que beaucoup de gens mentent, ils te disent, c'est pas un fait historique. Donc là, encore une fois, on revient dans l'Antiquité, on lit simplement le texte et on dit pour un historien juif et pour un historien égyptien, qui sont quand même ceux qui sont censés être le mieux renseignés sur la question. Parce que c'est quand même un conflit entre, à l'origine de l'Exode, c'est quand même Moïse est censé partir d'Égypte et d'aller en Canaan. Hmm. Donc, a priori, c'est les gens les mieux renseignés sur la question. Ben, pour eux, ça a existé Ouais. et ils sont d'accord sur le moment où ça a existé également. Ils sont d'accord que ça s'est passé, donc ils disent à la fin de la deuxième période intermédiaire en Égypte, c'est ce qu'on appelle sous les Hyksos. Mhm. C'est qu'en fait, les Égyptiens avaient été envahis par un peuple sémite, Mhm. et ils ont reconquis le pays, ils ont chassé ces gens, et ça a donné, pour eux, c'est ça, la version égyptienne de l'Exode. Alors, Donc, c'est pour ça qu'est-ce que tu fais des deux Enfin, il y a plusieurs arguments quand même qui contreviennent à ça. D'abord, l'école archéologique de Jérusalem, enfin en tout cas juive, considère qu'il y a quand même très très peu de chances que ce soit vrai. Il y a le problème des lettres éléphantines. Et il y a aussi le problème que fuir l'Égypte. Il y a aussi le problème de l'esclavage, parce que comme tu viens de le dire, à l'époque des pharaons, où est censée se passer l'histoire de Joseph, de Moïse, etc., il y a quasi pas d'esclavage en Égypte. C'est un truc qui n'existe pas pratiquement. C'est l'esclavage tel qu'il est décrit, tel qu'on le connaît en particulier, enfin tel qu'il est décrit dans les péplums, c'est un truc qui a été amené justement avec la conquête d'Alexandre le Grand. Donc ça, c'est déjà un premier point, c'est que en principe, enfin avoir plus de 100 000 personnes en esclavage dans un pays comme l'Égypte, c'est historiquement pas cohérent. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a le problème des lettres éléphantines. Donc en fait, il y avait des gens qui étaient sur une île, l'île d'Éléphantine. Ils avaient un temple, c'était des prêtres. Et on a retrouvé des lettres qu'ils envoyaient, entre guillemets, à la maison mère, un peu comme, je ne sais pas, un prêtre au fin fond du Quercy qui écrit au Vatican pour dire, bon, on doit faire telle cérémonie, etc., etc. Est-ce que vous nous envoyez les derniers missels? C'était un peu le but de la lettre des prêtres d'Éléphantine. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout un monothéisme, mais il y a trois divinités. Donc, pas de monothéisme, absence de traces archéologiques, problème du fait qu'à l'époque, il n'y a pas d'esclavage en Égypte. Et puis, la dernière subtilité, c'est que euh, quand Moïse et les Égyptiens fuient l'Égypte pour se réfugier en Canaan, donc ce qui correspond grosso merdo au territoire d'Israël actuel, et puis une partie de la Syrie, Palestine, tout ça, enfin, bon, bref, de toute cette région-là, eh bien, ils se réfugient dans un pays qui est sous domination égyptienne. À cette époque-là, toute cette région-là est sous domination égyptienne. C'est un peu comme si des gens fuyaient l'URSS pendant la guerre froide, qui fuyaient l'URSS pour aller se réfugier, je ne sais pas, en Tchécoslovaquie. Vous voyez. Donc, Alors, si tu veux passer le mur enfin, si tu veux passer à l'ouest, quand tu es en URSS, faut pas s'arrêter en Tchécoslovaquie, il faut aller plus loin encore.
Donc là, Alors, ça fait quand même un certain nombre de choses qui posent problème. ça fait quatre très bons arguments donc que je connaissais et donc beh, je vais te répondre sur les 4 D'accord. et tu vas voir que c'est intéressant. Donc tu vois, moi, ma motivation n'est pas du tout, si tu veux, Ah de non, 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 encore une mais fois, hein, moi je suis pas un, pour moi, c'est la vérité qui m'intéresse. À la limite, tu vois, si c'est une fumisterie, moi, ma première réaction, c'est: «Tout ça, c'est de la fumisterie». C'est en rationaliste, si tu veux. mmh mh. Mais quand tu travailles un petit peu plus, tu découvres des choses et après tu dis: «Non, peut-être finalement» et D'accord, on peut être et alors, ça va être ma conclusion, en fait, tu vas découvrir qu'en fait, tu peux devenir enfin, moi, je suis devenu encore plus hostile, c'est encore pire que tout ce que j'imaginais. d'accord. Quand tu vas travailler là-dessus, voilà, si tu as l'occasion de regarder les vidéos que j'ai faites sur ce sujet, bah, alors je vais Bah, t'y renvoyer parce que je vais mais j'ai ta chaîne sous les yeux puisque j'ai mis, je vais remettre justement le lien, vers ta chaîne dans le chat. Je l'ai déjà mis une première fois, mais je vais le remettre. alors Heu, je vais répondre déjà sur les 4 arguments. ouais, Alors, donc si ça s'est passé à l'époque des Hyksos, ça s'est pas passé sous Ramsès, parce que Ramsès, c'est l'âge d'or de l'Égypte, c'est beaucoup plus tard, c'est en 1200 vers 1200 avant Jésus-Christ. Les Hyksos, l'expulsion des Hyksos, la date qui est réellement, c'est vers 1500. C'est assez, c'est entre 1550 et 1450, si on doit à peu près dater, donc hem donc ça résout un certain nombre de problèmes déjà. Parce que tu me dis, la domination égyptienne, elle a lieu à c'est en fait, c'est Thoutmosis III qui va faire cette domination égyptienne et ça va s'étendre sous Ramsès, mais c'est après. C'est-à-dire qu'ils vont effectivement continuer de les pourchasser et après ils vont les dominer ces peuples. Parce qu'ils vont donc, si l'exode s'est passé en en vers moins 1500, il y avait un sens en moins 1500 d'aller là-bas, c'était pas l'Égypte. d'accord. Ça répond au 1er argument. Mais alors, 2e argument comment pardon, attends, on je vais sait je vais passer les 4 argu pa faut que je pardon, passe les 4 arguments. pardon, on sait que c'est les Ouais, Hyksos parce que, Flavius Joseph confirme les dires de l'historien égyptien. On est d'accord, alors c'est ça? alors on va voir les autres arguments qui amènent à ça. Moi, je commence déjà par un argument qui pose les choses sur la table. Je dis simplement un historien juif et un historien égyptien. D'ailleurs, quand il cite l'historien égyptien, si tu lis le texte entier, il critique tout un tas de choses. L'historien égyptien, il dit non, mais il s'est trompé, Moïse n'était pas égyptien, tout ça et tout. Donc il y a une polémique parce qu'il y a tout un tas de textes qui nous disent que Moïse, en fait, était un prêtre égyptien. Mmh, Mais il y a pas mal de faisceaux d'éléments qui montrent à ça, parce que la loi de Moïse est quand même très inspirée de certains trucs égyptiens. Mais mmh. donc, donc là, il y a des points où on voit qu'ils sont pas d'accord. Mais par contre, il y a des tas de choses qui valident. Il dit oui, 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 oui. Et il dit lui-même, il dit les Romains, vous m'attaquez, les Égyptiens, eux, ils sont mieux informés que vous. Regardez, le meilleur historien égyptien le dit, il dit comme moi, et il confirme un certain nombre de points. Ouais, mais Donc, le fait de dire, «Il dit comme moi», heu, donc pardon, mais c'est pas hyper c'est passe. un élément, si tu veux, c'est un point d'ancrage. Quand Mmh. quand tu cherches la vérité, au début, tu es complètement perdu. C'est-à-dire, tu entends tout et tu es complètement perdu. Donc, à un moment donné, tu dis, il y a un point d'ancrage. Cette hypothèse, tu peux pas la balayer en 2 secondes Non, 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 on parce est que d'accord, OK. tu as Partons de tu as l'hypothèse que tu as des gens qui étaient les mieux informés et qui sont en plus des adversaires, ils s'accordent sur un point, c'est ça. Donc tu te dis: «Bon, donc si cette thèse est fausse, il faut vraiment avoir des arguments forts pour nous dire qu'elle est fausse et sinon ça doit même être l'hypothèse à privilégier». Alors je vais répondre sur tes 4 points pour voir qu'en fait, ça tient enfin, c'est pas une ré ça prend pas de réfutation. Donc j'ai dit déjà, domination égyptienne, oui, mais c'est après Thoutmosis III, donc ça correspond pas à l'époque de l'Exode. Donc ça avait un sens à cette époque-là. Archéologie, c'est pareil. Effectivement, les villes conquises qui sont décrites sous Josué. Tu sais que juste mmh après l'Exode, tu as ce mh, passage de Josué. mmh. Donc ce qui est décrit, en fait, des villes qui sont attaquées, des villes qui sont pas attaquées, ça ne marche pas du tout à l'époque de Ramsès. Effectivement, ces zones-là sont pas habitées, elles ont déjà été détruites, en fait. Mais si l'Exode s'est passé plusieurs siècles avant, vers 1500, comme on vient de le dire, là, on trouve effectivement des cités qui ont été brûlées vers cette époque-là. Et donc là, le texte biblique, il y a beaucoup moins de tension avec le texte biblique, ça fait beaucoup plus sens. Même si le texte biblique est une histoire reconstruite, c'est pas ça a été écrit de toute façon 1000 ans plus tard, hein. À partir d'autres sources, la langue hébraïque n'existe pas à cette époque-là. Donc c'est forcément des textes c'est comme les évangiles d'ailleurs, ça a été écrit dans un premier texte en araméen, là ça a été écrit en égyptien et après ça a été traduit, au moment de Josias quand ils ont fait la refonte de la religion. Mmh. Donc, je réponds à tous les points, hein. Donc Mmh. ça répond déjà sur les questions archéologie et exode dans la région contrôlée par l'Égypte. Ça match et la date, elle nous est donnée encore une fois par les historiens, juifs et égyptiens. Alors après, tu as la question effectivement du monothéisme. Donc dans cette version et en fait, c'est ce que te raconte le texte biblique, tu as un monothéisme primitif qui est amorcé par Moïse, mais les gens vont pas suivre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y aura toutes les calamités d'Israël. Et en fait, donc ça c'est bon, voilà, je résume un peu les dates. Vers 1500, donc tu as un monothéisme primitif qui est l'acte fondateur
et qui est, à un moment donné, l'idée, si tu veux, que ce peuple, le peuple hébreu est inventé à ce moment-là et Moïse en est le fondateur. Mais ils vont rester polythéistes. C'est pour ça qu'il va y avoir toutes leurs calamités et après il va y avoir, ils vont être exilés à Babylone, où Babylone eux-mêmes ont inventé du monothéisme. Chez ce qui donnera après les Perses, et cetera. Et donc, il y a un moment donné, quand ils vont revenir à Jérusalem, eh bien, il va y avoir la réforme de Josias, et on va s'inspirer à la fois de cette tradition monothéiste qui en fait est la mode de l'époque, et de cette tradition ancienne de Moïse, qui était déjà un pré-monothéisme. On va voir ce qu'est réellement Moïse. Moïse n'est pas monothéiste, en fait, c'est une monolatrie. C'est-à-dire que ça reste polythéiste, mais on choisit un Dieu qu'on vénère plus que les autres. Mmh. Et si tu lis, donc je l'explique très bien dans mes vidéos sur ma chaîne, ce n'est pas monothéiste. La Bible, d'ailleurs, Thomas Römer, qui est le grand Mmh expert mh. de la Bible en France, machin et tout, il le dit, c'est pas monothéiste. Bah, d'où Donc, d'où le Elohim d'ailleurs. d'où le Elohim. Mais il y a plein de passages où on te dit même que Yahvé est dans l'assemblée des dieux. Oui, oui, Et que c'est il par contre dit lui. «nous» et puis quand il dit Mais, «nous», enfin mais, voilà. mais on te dit, il domine l'assemblée des dieux Mmh mh. et il veut exterminer les autres dieux. Mmh mh. Mmh. Alors d'où est la question, quel est le Dieu qui est dans l'assemblée des dieux et qui veut exterminer les autres dieux? Mmh. Bon, donc ça, on va en parler un peu plus après peut-être, mais étape par étape. Donc l'idée, si tu veux, qu'il y a eu en gros une monolatrie, inventée par Moïse et que ce souvenir très ancien, par des textes qui ont été retraduits, remodelés, a servi de base à l'invention, du monothéisme, au VIe siècle sous Josias, n'est pas une contradiction. Donc ça, c'est pareil, ça match et alors après il y a la question de l'esclavage. Alors, dire qu'il y a pas d'esclavage en Égypte, je pense qu'il faut modérer ce propos. Enfin, Quand pas autant que ce qui est décrit, dans Voilà. les images d'Épinal, quoi. Alors, bon, effectivement, les péplums, on te montre des esclaves, fouettés avec des méchants Égyptiens et les pauvres, hein, donc ça, je l'ai lu. Arrête! Tu m'excites. Voilà, donc tout ça Avec tout leur ça petit tout ça pagne là, tout ça, c'est effectivement, ça ne correspond pas aux sources historiques, ça ne correspond même pas d'ailleurs au texte de la Bible. Donc ils ont ressenti effectivement une oppression comme un esclavage. Alors attends, il faut que je termine ce point parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Mmh. Donc il y a de l'esclavage chez les Égyptiens quand on a des prisonniers de guerre. C'est-à-dire que quand tu es en guerre il y a pas d'esclavage entre Égyptiens, mais tu as un esclavage vis-à-vis des prisonniers de guerre. C'est quand tu fais une guerre et que tu vains les ennemis sur le champ de bataille, Mmh. ben, dans l'Antiquité, tu as 2 méthodes, Ce qui est gardé dans le Coran d'ailleurs. oui, enfin, dans l'Antiquité, tout le monde fait comme ça. C'est-à-dire qu'à la Oui. fin, soit tu exécutes tes ennemis, parce que si tu fais quoi dans la nature? On est dans un monde qui est pas pacifié, on est dans un monde sauvage. Mmh. Donc si tu les laisses repartir, ils vont venir te réattaquer, ils vont refaire une tribu, ils vont te réattaquer Bien d'ailleurs, c'est ce qui sûr, se passe avec bien Moïse. sûr. Donc soit tu les tues, c'est des génocides, hein, dans l'Antiquité réguliers. Je veux dire quand tu bats Mmh. la tribu d'à côté, tu extermines la tribu d'à côté. Soit tu les mets en esclavage. Donc finalement, c'est Enfin, terrible, mais l'esclavage, tu tues les mecs et tu gardes les femmes. bah, même pas. Moïse, lui, il tue même les femmes, hein, et les Oui, enfants. oui. Bon, donc mais effectivement, si tu veux améliorer ta fécondité, tu peux prendre les femmes parce que ça permet effectivement d'augmenter, de te repeupler. Bon, donc ça, c'est ça dans l'Antiquité, tous les peuples sont comme ça, hein, pas plus les Grecs que les Romains, ils sont tous comme ça. Donc et les Juifs aussi. Il y a de l'esclavage et donc là, on est dans un contexte particulier parce qu'on a un conflit donc entre des envahisseurs. C'est-à-dire Mmh. Joseph d'ailleurs va voir, Pharaon, puis il dit lui-même qu'il a mis les es qu'il a il y a un passage où il a mis les Égyptiens en esclavage. Il s'en vante, hein. Donc en Oui, mais fait, alors, enfin, je suis en plein dans ces passages-là. Je suis en plein dans oui, ces oui. passages-là, d'accord? Je suis en train de je suis sur l'histoire de Joseph, donc je suis en plein là-dedans. Honnêtement, il y a enfin, enfin, ça n'a aucun sens parce que, Joseph est censé avoir, bon, alors pour ceux qui ont pas suivi, Joseph est vendu par ses frères comme esclave en Égypte, pour être esclavagisé en Égypte. Donc, normalement, à cette époque-là, enfin, c'est pas en guerre, d'accord? C'est pas un esclave de la guerre. Il devient gestionnaire, il se retrouve en prison, il interprète des songes. Et donc, la Bible explique que donc, Joseph devient le personnage le plus important de l'Égypte, juste après Pharaon, d'accord? Et que le mec, il sauve le pays entier et toute la région de la famine
parce que comme il sait qu'il va y avoir une famine dans 7 ans, il fait des réserves, etc., etc. Et donc il arrive à préserver le pays de la famine. Donc c'est vraiment un personnage historique d'une importance absolument extraordinaire. Sauf que le chapitre suivant nous explique que le pharaon meurt, enfin le pharaon qui a élevé à l'honneur Joseph meurt et donc son remplaçant ne le connaît pas. Et donc, il faut savoir que quand ils arrivent en Égypte, les Juifs sont 70. D'accord. Donc, ils sont en train de nous expliquer qu'en 2 ou 3 générations, ils sont passés de 70 à 100 000. Donc déjà, il y a un petit problème quand même de fécondité. Même, je veux bien croire que ce sont des tireurs professionnels, mais enfin, quand même, à ce point-là, ça devient compliqué. Et surtout que, d'abord, il ne sait pas que c'est le peuple du mec qui a sauvé l'Égypte, et il décide que tout d'un coup, ce sont des ennemis. Donc là, enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il peut pas les Si, si, ça. il peut pas les considérer comme des prisonniers de guerre. Ils sont pas des prisonniers de guerre. Ce sont l'attribut du mec qui sont les descendants de l'attribut du mec qui a sauvé l'Égypte. Donc Non, non, c'est la tribu d'Abraham. oui. Non, Ouais. non, non, c'est Bon, l'attribut. Ouais, enfin non, c'est l'attribut de Jacob, pour être exact. oui, enfin, c'est la même filiation. Oui, oui, c'est la Euh, même filiation. Mais quand ils arrivent, ils sont oui, 70. j'ai dit Joseph alors que c'est Jacob. Tu vois, je me Non, suis. t'as dit Abraham. Euh, oui, En oui, plus. mais ils sont tous descendants Non, mais ils sont d'Abraham. tous descendants Euh, d'Abraham. Mais le problème, c'est qu'ils sont 70 quand ils arrivent. Donc, oui, mais c'est pas ça, la alors guerre, quoi. ça, non, mais Et on leur donne les meilleures terres d'Égypte en plus. donc si ça s'est passé à la période Hyksos, c'est pas incohérent parce Oui, que en fait les mais Hyksos, le problème, c'est de dire que tout d'un coup, les Hébreux sont les Hyksos. En fait, l'impression que ça donne, pardon, excuse-moi, je réagis, mais l'impression que ça donne, c'est que, ah, bah, si on considère que les Hébreux sont des Hyksos, là, ça marche. non mais oui, bah, mais si tu veux, encore une fois, la question c'est Mais le point de départ, pourquoi ils c'est les appellent pas nos les Hébreux, quoi? les historiens égyptiens et juifs de l'Antiquité nous disent que c'est ça, donc il faut relire le texte partant de cette hypothèse et voir si c'est cohérent ou pas. Et effectivement, on trouve dans cette condition que c'est tout à fait cohérent. Donc je t'invite, alors parce que là, ça serait très très long de tout expliquer, je t'invite à aller voir la chaîne d'Alan Arsman, si tu Oui, je le connais. connais et honnêtement, enfin, j'ai vu deux, trois vidéos de lui. Et franchement, au bout de la deuxième ou de la troisième, l'impression que j'ai eue, c'est qu'en fait, il essayait vraiment à toute force de prouver que les textes bibliques étaient fiables historiquement, quoi. Alors, je suis en désaccord avec lui là-dessus, j'ai même fait une lettre ouverte, tu vois? J'ai écrit une lettre ouverte, pour le critiquer sur ces points-là, quand il essaie de nous expliquer le passage de la mer Rouge ou, l'arche de Noé, machin et tout, j'ai trouvé que c'était très, très mauvais. En revanche, sur YouTube, à mon avis, c'est la meilleure explication, relecture des textes bibliques avec l'hypothèse Ixos. Donc lui présente ça comme sa thèse à lui, alors qu'en fait, il y a tout un tas d'historiens égyptiens. Là, j'ai le livre de comment il s'appelle? Attends, je vais te donner le nom. C'est Claude van der Leyen. Hmm. Donc c'est un historien égyptologue belge à l'université catholique en plus, je crois de Louvain, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est Oui, une c'est connu, sommité académique. le vin, ils sont connus. Oui. Voilà, sommité académique et qui te dit la même chose que lui. Il te dit Bah oui, mais ça correspond à la période Hyksos. oui, mais Donc toi, il y a ils sont combien à soutenir cette thèse? Il y a aussi ça non mais aussi. Giordano Bruno était tout seul pour dire que il n'y avait pas grand monde pour le défendre à l'époque. Mais c'est pas la Donc c'est question, pas c'est pas la question. le nombre n'est pas. Il y a des gens qui sont des experts qualifiés qui défendent cette thèse Oui, et mais je te répète, il y a des sources, il y a des combien sont-ils par rapport au consensus du monde des alors historiens? non, on n'a pas le consensus pour nous, je suis d'accord avec toi. Donc si ta réponse, c'est de me dire: «Moi, je veux suivre le consensus Hmm. et je reste dans le consensus», Mhm. alors tu auras le consensus pour toi. Moi, je viens te donner une autre vision. C'est une Alors hypothèse de travail, nous sommes parfaitement d'accord, mais nous sommes d'accord pour dire qu'elle est totalement minoritaire. si tu alors, elle est minoritaire, mais si tu, Bien. travailles la question, comme j'ai un petit peu fait, eh bien, tu arrives à la conclusion que, c'est la conclusion la plus sérieuse. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui correspond à c'est ce qui recoupe, Si, c'est ce qui rend la cohérence au texte et c'est ce qui correspond aux sources qui nous sont données. mais Donc ce qui me si tu pose veux un problème, c'est que tu dises que c'est la plus sérieuse,
mais que si c'est la plus sérieuse, comment se fait-il si c'est la plus sérieuse et si c'est la plus simple, la plus rationnelle et la plus sérieuse, comment se fait-il qu'il n'y ait pas consensus sur cette théorie? Alors déjà, tu as des biais, hein. Je te signale que les gens qui passent leur vie à faire des études bibliques, ils ont quand même un petit biais, si tu veux. C'est les athées sont généralement vont faire plus des études Non, scientifiques. non, C'est une mais des transformations qu'on a dans la société. Les gens qui s'étudient le haut Moyen Âge, il y a un certain nombre qui sont des catholiques, Mais tous, militants. mais on le sait très bien, depuis le 19e Bon, siècle, depuis le 19e siècle, il y a eu autant de transformations en archéologie, en histoire, et en particulier sur l'histoire biblique, c'est que le nombre de personnes, de théologiens ou d'historiens, c'est-à-dire que souvent les historiens des religions étaient des théologiens, donc des gens qui croyaient et donc qui cherchaient absolument à faire plus ou moins du concordisme, et qu'effectivement, au fur et à mesure que les générations sont passées, eh ben, les gens qui se sont intéressés à l'histoire biblique ou ce genre de choses ont commencé à avoir une vision beaucoup plus d'historiens et plus du tout de théologiens, et tout d'un coup, ils ont pointé les biais idéologiques des gens qui finalement étaient des apologistes. Donc, oui, mais tu as aujourd'hui beaucoup de gens qui sont sous l'étiquette d'historiens, restent encore aujourd'hui des théologiens, hein. mais L'immense majorité, c'est ça, Mais hein. bien sûr, mais Bon. on constate un truc, et donc, pour ce qui concerne tout le travail sur l'Ancien Testament, là, le consensus a complètement basculé sur le fait de dire que, bon, ok, bon, vraisemblablement, quand même, une bonne partie de tout ça, on est vraiment sur du mythe, etc. On rejoint l'histoire aux alentours de 70 avec l'exode de Babylone qui revient à Jérusalem. Là, on commence à avoir des traces historiques qui commencent à devenir beaucoup plus fiables. Et donc, à ce moment-là, là, le mythe rejoint l'histoire. Et moi, je suis absolument persuadé d'une chose, c'est que sur une bonne partie maintenant des évangiles, on va avoir le même mouvement parce que de plus en plus de personnes non croyantes font des études historiques là-dessus et donc vont avoir un regard de plus en plus critique et de plus en plus, moi je dis objectif, sur ces textes. Et on va découvrir qu'il y a quand même une bonne partie des choses qui étaient passées ou sous le boisseau ou qui étaient, comment dirais-je, vu de manière, comment dirais-je, bienveillante, on va dire. Voilà. Non, mais moi, je suis pas bien. Alors, je pense que je suis plus radical que toi. D'accord. C'est-à-dire que, si tu veux, moi, je suis pas du tout bienveillant vis-à-vis, du judéo-christianisme. Mm. Pour moi, c'est la pire chose qui soit jamais arrivée à l'humanité qu'il faut détruire de toute urgence. Donc, D'accord. on peut pas faire pire. Oui, oui, C'est-à-dire, oui, pour oui. moi, c'est pire que le nazisme. Ah, Si tu carrément. veux, Ah, oui, oui. dans l'ordre de hiérarchie des valeurs. Je parle pas du judéo-christianisme 2000 ans plus tard, réformé par la Renaissance. Je parle de ce que c'est à l'origine, quand Mm. tu l'appliques tel que c'est bon. Donc, alors, bon, on va en venir à ma conclusion, mais tu vas D'accord, comprendre d'accord. pourquoi tout ça m'intéresse, hein, parce que voilà, moi, c'est pas pour leur faire des cadeaux, c'est pas du tout ça la logique. Mais si tu veux, tu peux avoir une critique rationaliste qui, encore une fois, a une partie qui est vraie, parce que tu as des gens comme Arsman qui veulent t'expliquer qu'il n'y a pas de miracle dans la Bible, tout ça et tout. Donc là, il a complètement tort là-dessus. Mais par Comment contre, voilà, ça? Il n'y a pas de miracle dans la Bible. il dit qu'en fait, mais on va pas parler d'Arsman trop longtemps parce que Non, non, c'est non, à la mais limite, c'est pas le sujet. c'est juste sur ce point-là. Il essaie de nous expliquer que c'est les modernes qui ont rajouté, qui ont mal lu le texte et qui voient des miracles alors qu'il n'y avait pas une intention miraculeuse dans le texte. Si tu veux, il essaie bon, pour moi, c'est cette partie de son travail est complètement mauvaise. D'accord. Mais encore une fois, moi, je suis un penseur. Tu sais, voilà, moi, je peux lire Nietzsche, je peux aimer des parties de Nietzsche, détester d'autres. Voilà, quand on cherche la vérité, on n'est pas. Einstein est un génie absolu, s'est trompé sur certains sujets. Si tu veux, c'est Bien pas le sûr, débat. bien sûr. Donc tu n'as pas Mais même il a quand été tu le es premier à le reconnaître. Par exemple, sur la constante cosmologique, il a été le voilà, premier à dire. même s'il a peut-être finalement quand même un peu raison, parce que l'évolution, les choses se sont retournées encore, mais bon, voilà, c'est plus compliqué que ça. Mais donc, il faut être. Voilà, je pense que Hartman a fait un travail très intéressant, et c'est ses vidéos sur la période, sur Exode, Moïse, Ixos. Le reste, on peut mettre un peu de côté pour le moment, mais regarde ça, il reprend point par point les arguments, et là, il y a une argumentation, il y a des sources. En gros, il a fait le boulot. Je vais pas le refaire ici. Mhm. Moi, j'ai fait autre chose, beaucoup plus court à regarder, parce que Alors, lui, c'est long. pardon, est-ce que je peux te demander quelle est ta formation exactement? Alors, moi, je suis un scientifique à la base. D'accord, oui, parce que, le discours que tu as eu sur le point où on en était sur les théories de la relativité, etc., voilà, j'avais l'impression quand Oui, même oui, non, que tu donc moi, que tu savais de quoi tu causais quand même.
T'as quoi Moi, comme... Oui, je suis un scientifique. Alors, j'ai pas une, moi, je défends, enfin, je soutiens ton courage, mais moi, je conserve, entre guillemets, mon anonymat, parce que j'ai d'autres activités qui font que d'accord. ça rentrerait en conflit avec mon travail de militant, et de philosophe. Donc, je préfère, Mais enfin, tu as une formation genre l'X ou un truc comme ça? Ou les mines j'ai un doctorat. D'accord, ok. Voilà, je peux pas en dire plus. J'ai un doctorat scientifique. D'accord. J'ai un, Oui, voilà. oui, d'accord. Voilà. Voilà. J'en dis pas Non, mais plus. voilà, non, mais dans Moi, la formulation de ce que tu as dit par rapport aux conséquences de la théorie de la relativité générale, j'ai des amis qui sont bon, scientifiques aussi, j'ai senti que, bon, tiens, voilà. Bon, d'accord. donc, mais Je veux comme pas te mettre certains. mal à l'aise. Non, non, mais moi je suis pas mal à l'aise, mais moi je vois, si tu veux, ce mouvement, c'est qu'on a des gens, genre sur la chaîne Hérodote Vidéo aussi, je vois par exemple, c'est quelqu'un comme moi de formation scientifique, et puis il va s'intéresser à l'histoire. Mhm, Donc en fait, quand tu es un scientifique et un rationaliste, le premier truc qui t'intéresse, c'est pas d'étudier l'histoire de la religion, machin, on s'en fout de tout ça. mhm, Nous, ce qu'on intéresse, c'est au début, tu étudies la science, parce que c'est là que t'intéresse, c'est ça mhm, qui est solide. Mais quand tu as envie, quand tu à un moment donné, tu vas t'aller après vers la philosophie, vers l'histoire, et que tu vas t'ouvrir un petit peu, et là, tu vas voir qu'effectivement, les gens qui sont dans les universités, qui ont eu ce premier choix, eu cette première inclinaison, bah, ils avaient pas, ils avaient pas la même affinité que toi. Et donc, quand tu fais une relecture, bah, tu arrives à des conclusions qui sont différentes. Donc, si moi, voilà, donc effectivement, je peux pas faire un doctorat dans toutes les disciplines, mais il y a des points quand même que j'ai beaucoup travaillé, et donc j'arrive à voir les biais, et à voir qu'il y a certains des arguments qui sont complètement tus par ces gens-là, et simplement des mensonges. Quand on nous dit, voilà, qu'on dit qu'il n'y a pas de trace historique de Moïse, bah, quand on a un personnage qui est cité par des gens qui sont reconnus comme des historiens, si. Donc après, il faut nous démontrer que ça, il faut. Et malheureusement, il y a plein de recoupements qui apparaissent quand on accepte cette hypothèse, donc ce serait trop long de tout les réexpliquer là. mhm. Je te dis, va voir ma vidéo, va voir les vidéos Non, d'Arslan, mais tu verras des choses intéressantes. j'irai les voir. Est-ce que, alors, une question toute personnelle, un peu, entre guillemets, Oui. un peu bateau, enfin, un peu bateau, je vais essayer de trouver une formulation qui soit correcte. Toi qui as l'habitude de travailler sur des, des enfin, je sais qu'effectivement, en mathématiques fondamentales, etc., on travaille aussi sur des postulats et sur la philosophie des sciences, etc. Et donc, on remet en cause un certain nombre de bases scientifiques. Mais enfin bon, quand on fait de la physique, voilà, à un certain niveau, on se base quand même sur le travail des gens qui nous ont précédés. Et donc, on considère quand même qu'il y a des choses qui sont, si ce n'est sûres, du moins stables. Comment est-ce que tu vis le fait, justement, et est-ce que tu ne penses pas que justement cette disposition d'esprit que tu as à la stabilité, c'est-à-dire que tu t'appuies sur des résultats qui sont fiables pour construire un raisonnement qui vient au-dessus, est-ce que tu n'as pas le sentiment parfois quand tu fais de la philosophie, en particulier en histoire, où justement euh, on est plus sur du sable mouvant en fait, c'est-à-dire que la stabilité elle est assez relative. Et comment est-ce que tu concilies ça? Alors, Si j'ai été clair dans ma question. oui, oui, non, non, je pense que j'ai compris la question. Je pense qu'il y a 2 écueils. L'écueil, c'est de croire qu'il y a des certitudes absolues, et de croire que s'il y en a pas, on passe au relativisme généralisé. Non, En tout fait, à il n'y fait, a tout à fait. ni le relativisme généralisé, ni les certitudes absolues. Tu as une C'est hiérarchie pour des ça que choses. j'ai pas dit de vérité scientifique, parce qu'on sait que les choses évoluent au fur et à mesure. Donc, Enfin, si on met scientifique derrière, c'est déjà plus vraiment une vérité, puisque ça devient, voilà, mais en gros, c'est un fait scientifique établi. Donc après, il y a un consensus. Donc quand tu pas expert dans le domaine, tu es obligé de suivre le consensus, parce que voilà. quand tu as un peu plus travaillé, bah, souvent tu découvres, comme disait très bien Giordano Bruno, la vérité est connue par un petit nombre. Et alors, Non, et puis je vais c'est essayer surtout qu'il faut de comprendre pas en science, on est sur des modèles. Euh, de pas embrouiller, de pas essayer d'essayer de garder une idée simple. En science, qu'est-ce que la science? La science, ce sont des idées théoriques associées à des expériences et des observations. Et les expériences et les observations servent de réfutation, de confirmation de ces idées. Donc, quand il y a une forte corrélation entre les deux, bah, ça acquiert une validité scientifique. Donc, en science, on peut être capable de faire des expériences extrêmement précises, aller mesurer la masse de l'électron, aller mesurer des déviations, des choses, ouais, mais et c'est des probabilités. ce qu'on est capable de faire maintenant, c'est complètement délirant, quoi. C'est des probabilités astronomiques à 15 chiffres après la C'est virgule, bon, c'est des trucs, c'est énorme, quoi. complètement. Donc, qu'est-ce que là, tu peux jouer à la loterie pendant des siècles, tu n'arriveras pas à prédire le bon chiffre, quoi. Alors que ça te le sort à tous les coups le bon.
Donc il suffit de voir les téléphones portables, les choses originales qu'on a, et essayer d'en fabriquer un, essayer même de comprendre comment ça marche, tu verras, ça dépasse tes capacités. Donc tu as une évidence que effectivement ça c'est solide. On n'a pas du tout ce niveau-là en Mais histoire. voilà, c'est ça. On est sur des sciences. Mais alors je vais reprendre la science la plus solide, c'est les mathématiques. Mhm. Mais même en physique, on n'est pas aussi solide que ça, mais Mhm. même si on est très, très fort. Et après quand tu dérives sur d'autres sciences, donc si tu veux, même en physique, tu as des débats théoriques, sur différents modèles qui peuvent expliquer certaines expériences, et puis il y a même des pièges dans certaines expériences parce que les mesures sont souvent indirectes. Donc dès que quand tu rentres dans la complexité, tu vas voir que, voilà, il y a un espace pour, la vérité, on la voit derrière, comme disait Einstein, on la voit derrière un voile, quoi. Donc, Bah, mais ça, c'est je pas du viens je spirituel. viens de retomber sur une vidéo de Science Étonnante où il expliquait que les derniers résultats du Space Wave Telescope, où on avait trouvé un shift vers le rouge de galaxies hyper lointaines, et il y avait un problème entre la masse de ces Oui, galaxies, oui, etc. Et que, en fait, le mais premier réflexe des mecs, ça n'a pas et été de truc, ça a été de vérifier le calibrage du télescope en disant, c'est pas possible. des dissonances en science, il y en a plein, c'est-à-dire des choses qui ne concordent pas parfaitement, même dans les expériences en physique, et c'est ça qui permet de progresser les théories. Puis des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas parfaitement, et puis il y a des choses qui sont un peu difficiles à prédire. Donc, si tu veux, ces problèmes, ils existent aussi, même dans les sciences dures, Mhm. mais ils sont beaucoup plus restreints, et quand tu arrives dans des choses comme l'histoire, on est dans du beaucoup plus mou. Et donc, la qualité des certitudes, enfin, le degré de certitude, voilà, pour moi, il n'y a pas de certitude absolue, il y a un degré de qualité de certaines Et des affirmations. preuves, Bah, et des elles sont démonstrations, beaucoup moins fortes, bien sûr. elles sont beaucoup moins fortes en histoire. Malgré tout, et c'est là où il faut sortir, tous les discours ne se valent pas, et à un moment donné, tu as des sources, certaines sources qui sont plus fiables que d'autres, et après il y a des concordances, et puis après il y a des choses qui sont complètement impossibles, ou d'autres choses qui semblent, après peut-être voilà, une certaine déformation historique par les témoignages qui nous ont été faits, semblent apporter une image qui en tout cas semble être au moins une hypothèse intéressante, si pas l'hypothèse qu'il faut privilégier si on veut essayer d'avoir, et c'est dommage des fois de voir des corporationnistes souhaités complètement ignorer cela, ou voire même retenir le discours de certains croyants en disant ça n'existe pas. Mais alors Donc, le problème, et c'est pour moi et le nœud du problème dans tout ce que tu viens de dire, c'est que justement, on parlait du recalibrage du James Webb Telescope. Euh, le problème, à mon sens, vient de la façon de bien calibrer le degré de fiabilité qu'on accorde à tel témoignage ou tel témoignage. Et on s'aperçoit qu'en général, quand on remonte le fil du raisonnement de telle thèse ou de telle thèse, on en arrive à un point où l'historien dit, moi je considère que ce témoignage est fiable. Et un autre historien va se pencher vers le même texte et sur le même témoignage, il va dire, pour quelle raison? Bah parce que ça me semble fiable ou logique. Oui, mais non, non, à mais part ça, et c'est pas on oui. se retrouve alors, à un niveau d'opinion. Et c'est pour ça, moi, que j'insiste sur le consensus. C'est-à-dire que sur 100 personnes compétentes, tu en as 90, 92 qui disent on peut plutôt faire confiance à ce témoignage-là. Donc on va partir du principe qu'on va plutôt lui faire confiance sans prendre au pied de la lettre tout ce qu'il raconte. Mais on va plutôt considérer que ce témoignage est un peu tient plutôt debout, euh, ou le contraire, c'est-à-dire que tu en as 92 qui disent bon, manifestement ça c'est pas très sérieux, c'est quelqu'un qui dit des choses bon, ok, dans l'environnement, dans les faits généraux, c'est pas faux, mais en même temps, rien ne prouve qu'il ait été vraiment témoin de ces choses parce que c'est écrit plusieurs années après, que c'est des choses qui peuvent très bien circuler dans le peuple comme comme des informations qui passent. Mais euh, là, ce qu'il dit sur tel point ou tel point, c'est extrêmement douteux. Quand tu as 92 historiens sur 100 personnes compétentes qui disent ça, c'est quand même vachement douteux, il me paraît moins curieux de dire oui, mais ce que disent les six qui sont là, parce qu'il y en a deux qui vont dire encore autre chose, euh, les six qui sont là et qui disent que c'est vachement intéressant parce qu'à ce moment-là, ça marche. Euh, alors, sans vouloir partir du principe que la majorité a toujours raison, on sait bien que c'est faux, hein, euh, le truc, c'est le temps. C'est-à-dire que plus on fait des études, si le consensus s'élargit au fur et à mesure qu'on fait des études, tu vois ce que je veux dire? Enfin, en science, enfin, je veux dire, à partir du moment où le maître ou Einstein arrive avec un truc qui met le truc cul par-dessus tête,
Alors, il y a des résistances, mais finalement, le nombre de résistants diminue et puis le consensus bascule dans un sens. Et là, Non, mais alors, tu vois ce que je veux je dire? non, mais je comprends ce que tu dis, mais notre connaissance, notre compréhension de ce qui est l'hypothèse la plus valide, dépend d'un contexte historique. Donc effectivement, tu aurais vécu il y a un 2 siècles, on connaissait pas le Big Bang, on connaissait pas tout ça, donc tu aurais eu une vision du monde différente et puis certaines des hypothèses, certaines physiques effectivement auraient évolué. Ah bah, rien que la Moi découverte de Hubble, qui est tout d'un coup, c'est ah non, moi les ce que je te tâches dis, là, c'est c'est d'autres galaxies. Effectivement, ça change d'accord, mais là, l'univers. c'est différent. C'est-à-dire que le niveau, la qualité des mesures, la qualité des observations sur les télescopes, si tu veux, du 19e siècle et ceux qu'on a aujourd'hui, c'est pas voilà, c'est le jour et la nuit. Hmm. Donc on peut faire des observations beaucoup plus précises, on a des mesures beaucoup plus Fiable, diversifiées qui ouais. permettent beaucoup plus fiables, qui permettent de corriger certaines théories anciennes. Mhm. Ça sur le travail des archéologues, si tu veux, il y a je vois sur l'histoire romaine, parce que je me suis beaucoup intéressé, si tu veux, dans l'histoire l'interprétation de l'histoire romaine a complètement changé en 50 ans. Mhm. Alors que, la quantité de sources découvertes, si tu veux, utilisables sur le sujet, c'est à peu près toutes les mêmes. Si tu veux, les témoignages, les choses, ils ont pas ça n'a pas évolué. On n'a pas beaucoup découvert de nouvelles sources les 50 dernières années sur ce sujet. Non, mais c'est Donc la façon de les voir et de les interpréter. ah, Et voilà. voilà. Donc la façon de l'interpréter, elle dépend de ton interprète et ton interprète, ça dépend de ses présupposés Non, idéologiques. je suis pas d'accord. Ah bah, alors là, Je ah suis bah, pas, je alors là, suis pas. on est en désaccord absolu. Alors, je suis pas d'accord avec toi parce que une bonne partie des interprétations va s'appuyer sur les découvertes archéologiques qui n'étaient pas disponibles il y a 50, 70 ou 100 ans. Il y a des tas et qui s'appuient sur la science. C'est-à-dire qu'un texte qu'on croyait fiable en disant il date de telle époque, etc., tout d'un coup, tu as un mec qui dit bah, il est bizarre ce papier quand même. Non, non, on Donc on on vérifie le parle pas de la même papier, chose. on vérifie le papier et tout d'un coup on se rend compte que le texte, ça peut être qu'une copie ou un truc qui est vachement plus ancien que ce qu'on croyait. Non, mais Quand on voit ce travail. quand on voit tous les progrès de la philologie ou ce genre de choses, en particulier, enfin quand tu dis le Coran des historiens, c'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait comme progrès dans les méthodes justement de calcul scientifique, enfin comment dirais-je, de fréquence des mots, des racines, des racines linguistiques, etc., sur lesquels on a pu faire des travaux statistiques justement avec les ordinateurs et choses comme ça, ce dont on ne disposait pas avant. On voit très bien qu'il y a des choses qui paraissaient évidentes et puis tout d'un coup on se rend compte, bah non, ok c'est les mêmes sources, mais là tout d'un coup on comprend que ça faisait quand même 70, 100 ans qu'on se trompait sur la façon d'interpréter le truc. Donc, Bon, il y a des exemples comme ça, je vais aller dans ton sens. Oui, tu as des exemples comme ça, mais moi j'ai des contre-exemples et sur les sujets sur lesquels moi j'aborde, sur ma chaîne, parce qu'à la limite, quoi, je vais pas faire une vidéo, si tu veux, si le consensus scientifique va dans la bonne direction. À la limite, j'ai rien à rajouter. Il y a des gens plus qualifiés que moi et qui sont dans des universités qui font ce travail. Donc, ça n'a pas, j'ai rien à rajouter. oui, mais Là où là, quand l'intérêt, c'est de faire connaître au public ce qui se dit justement que dans les cercles alors, il y a un académiques. travail, il y a un travail de vulgarisation qui peut être fait par certains autres. Moi, c'est pas le travail que je vais faire. Moi, j'ai un travail plus révolutionnaire à faire, entre guillemets. Moi, je pense que je suis voilà, un philosophe radical. D'accord. Et qu'on vit aujourd'hui dans une époque, on dit que moi je suis, voilà, j'ai le sang de Giordano Bruno dans mes veines, et lui il estimait qu'il fallait qu'il défende, si tu veux, l'idée de l'univers infini, et détruire Aristote, ce qui à l'époque était impensable. Impensable. Mhm, Aristote a mhm, tort, mhm. c'était inimaginable. C'était la science à l'époque, Aristote. Hein. Voilà. Aristote Et Dixit. Aristote Dixit, qu'est-ce que vous nous racontez? Il y a des siècles de savants, tout le monde a le consensus contre vous. Qu'est-ce que vous nous racontez de Giordano Bruno? C'est le bûcher, vous abjurez, c'est le bûcher, puis c'est tout. Hein. Bon, donc moi effectivement, je suis, voilà, j'estime être sur cette ligne-là. Je suis un rebelle, un révolutionnaire, quelqu'un qui n'est pas dans le moule et dans le conformisme, mais en étant plus rationnel que les autres. C'est pas généralement les gens qui sont, on va dire, qui s'opposent au consensus. Souvent, c'est voilà, c'est pour partir dans les complotismes complètement délirants. Moi, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout la démarche. Donc voilà, j'ai entendu ce que tu as dit, mais moi j'ai des contre-exemples sur d'autres sujets. Donc faut pas généraliser. C'est vrai ce que tu dis dans certains cas, mais sur la question de la chute de l'Empire romain. euh, Quand je vois ce que disaient les auteurs du 18-19e siècle, bah, c'était mieux que ce que disent les contemporains. Même si, il y a des contemporains qui disent comme moi, et je les ai cités. D'accord. Donc c'est pas, si tout le monde le savait aujourd'hui,
si tout le monde le savait, parce qu'il y avait des nouvelles découvertes, en gros, voilà, il y a plus de physiciens qui travaillent sur la Terre plate, hein, il y a que ça, il y a que des youtubeurs qui raconter des bêtises comme ça. Il y a personne dans les universités de renom qui travaille sur ça. Voilà. Par contre, quand tu as le consensus, c'était ça il y a 1 ou 2 siècles, et il y a encore aujourd'hui des experts qui sont à la pointe, qui connaissent toutes les nouvelles découvertes et qui disent oui, ben moi, mon interprétation, ça n'a pas changé, c'est toujours ça. Et j'ai pris en compte les nouvelles découvertes et ça ne change pas. Et quand tu parles, quand tu regardes les autres, ils cachent les témoignages anciens et ils veulent réinterpréter différemment. Donc, les biais idéologiques, ils existent. Un certain nombre de gens derrière des thèses d'histoire sont des militants politiques ou des militants religieux. Ah ça, clairement, oui, non, ça, c'est évident. Bon, voilà. Donc, Bah, dans les sciences et sociales, d'ailleurs, ça commence à vraiment à poser des problèmes, hein. voilà, j'ai fait une série sur la chute de Rome. J'ai pris en adversaire Michel de Gégère. Donc, il est aujourd'hui, maintenant, il est correspondant à l'Académie. Il dit, c'est un catholique À l'Académie des sciences? à l'Académie des lettres et des inscriptions. D'accord. Pour l'histoire, c'est plus lettres et D'accord, inscriptions, je d'accord, crois. d'accord. Il n'est pas académicien, il est membre correspondant. D'accord. Bon, c'est quelqu'un voilà. Et à ce Ok, résultat, il a qui est été en poste, quoi. directeur du Figaro Histoire. D'accord. Il a un bon niveau en histoire. Mhm. Bon, bah, j'ai vu son livre, j'ai démontré que c'est faux à plusieurs éléments. Et d'ailleurs, je cite même des éléments où il dit que les temples n'ont pas été attaqués. Il y a des nouvelles découvertes archéologiques qui montrent que les temples de Mitra ont été attaqués. Donc, il y a tout un tas de choses, si tu veux, où eux-mêmes, ils prétendent, si tu veux, avec leur nouvelle interprétation, ils- non seulement ils cachent les témoignages anciens, et en plus, il y a des découvertes nouvelles qui vont dans le sens de ce qu'avaient dit les anciens, que les anciens ne connaissaient pas, et qu'ils nient totalement ou qu'ils interprètent différemment. Donc quand je te dis quand tu as travaillé, tu sais que il a fait une interprétation des sources qui est tellement biaisée, qui est tellement orientée idéologiquement, Mhm. que, mais de toute façon, c'est un chrétien militant, donc il n'allait pas arriver et te dire le christianisme est une catastrophe qui a détruit. C'est un chrétien de droite en plus, donc il ne peut pas être contre Rome. Tu m'étonnes. Donc forcément, il allait pas dire les chrétiens ont bousillé l'Empire romain. Donc il fallait trouver une autre explication. Et donc il a caché toutes les sources qui montrent ça. Donc moi j'ai fait un travail pour dire, bah, écoutez, voilà, il vous dit ça, là il a menti, il dit que tel auteur n'en parle pas des persécutions, il en a parlé, voilà les textes, donc c'est cité, vous pouvez les vérifier. Donc je fais un travail, si tu veux, qui montre que voilà, quand tu as, et qui me montre que le consensus n'est pas bon sur ces sujets, parce que c'est tenu par des militants politiques et des militants éduqués. Et à la limite, moi aussi je suis un militant. Mhm. C'est-à-dire que, parce que surtout, vont me faire la reproche. Ils vont me dire, oui, tout de suite, toi, tu es un militant de l'athéisme et du rationalisme. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais, mais au moins, les choses sont claires sur la table. Et après, on peut débattre des arguments. C'est-à-dire qu'il te dit, c'est faux pour telle et telle raison. Donc là, on arrive sur les arguments, si tu veux. C'est telle et telle raison, parce que tel auteur n'en a pas parlé. S'il y avait eu des persécutions, ils en auraient parlé. Je recite texte par texte et je montre ici. Donc je montre que là, je le prends en flagrant délit de mensonge ou d'incompétence. Et donc là, je le coince. Mhm. Donc effectivement, à un moment donné, c'est factuel, Mhm. qui te permet de montrer que et qu'on on se base sur du solide. Donc, donc, c'est pour ça que quand on dit, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de historique, le personnage de Moïse n'est pas un personnage historique, bah si, on a des gens qui sont considérés comme des historiens, qui lui le considèrent comme un personnage historique et qui nous en ont parlé. Donc les autres, tous les personnages historiques d'Antiquité ont ce statut, hein. Euh, c'est de l'histoire ancienne, c'est lointain, on peut s'interroger parce que c'est religieux, ça je suis d'accord, mais on ne peut pas totalement éliminer l'hypothèse et le dire frontalement comme ça, bah, c'est faux, ça nie des sources. Et pourquoi ces sources sont niées? Parce que, alors je reviens à ma conclusion, parce que quand tu fais ce vrai travail, là tu arrives à la conclusion que, en fait, l'origine, c'est quelque chose, je pense que tu dois peut-être pas savoir, l'origine, en fait, ce que les Hyksos vénéraient, c'était le dieu Seth. Mhm. Le dieu Seth, c'est le diable des Égyptiens. Mhm. Hein. C'est l'équivalent comment dirait-on, de Typhon dans la tradition grecque. C'est l'équivalent de Baal, c'est l'équivalent de Loki. Mhm. Chez t'as un dieu comme ça dans le Panthéon qui est le dieu Ouais. méchant. Je prends par exemple, je prends un exemple de concordance. Moïse dans la Bible te dit que tu ne sacrifieras pas le premier-né de l'âne. L'âne a un statut privilégié Particulier, dans ouais. le texte biblique. Mhm. Voilà. Pour, quand tu lis la Bible, tu vois ça, en gros, ça te passe, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Tu comprends rien. Or, dans les textes égyptiens rapportés par Plutarque, il t'explique que tout le culte de Seth est lié à l'âne, on vénère l'âne, et il t'explique même que tout ça, enfin, il met même les liens avec le judaïsme, on voit par des railleries qu'il considère que ces gens-là, les judéos, sont en fait des anciens adorateurs de ce dieu-là. Mhm. Et les premières représentations de Jésus
sont faits également, avec un âne. Donc en fait, tu as tout un tas de Bah, choses toute qui la s'illuminent quand symbolique tu de quand Jésus rentre dans Jérusalem à la Pâque, il a sur un tête sur un il âne. a alors suivant les évangiles, il y a un ou 2 ânes, mais effectivement, il y a la symbolique de l'âne. Il y a aussi la symbolique de l'âne dans le fait que, quand Joseph et Marie fuient Jérusalem pour, fuir, le massacre des innocents, qui n'a jamais eu lieu, mais donc ils descendent une fois de plus en Égypte, hein, enfin, vraiment, on se demande pourquoi ils ne sont pas installés en Égypte, tout simplement, ça aurait été plus simple. Ils sont évidemment, ils font le voyage sur un âne. Enfin, enfin, Marie est sur un âne. Tout à fait. Alors, il y a des concordances et il y a des fois, ça peut être aussi un moyen de transport, de l'époque et il faut pas aller chercher non plus des fois tout le temps, mais je pense qu'effectivement quand ils rentrent dans Jérusalem sur un âne, c'est ce haut, C'est heu, le statut. c'est un statut symbolique puisque effectivement, ce Dieu-là s'est incarné dans un âne et donc lui, finalement, qui est le fils de Dieu, vient faire sa résurrection. En fait, il reprend le mythe osirien, Mhm, parce qu'à un moment donné, c'est dans le mythe osirien où le dieu Seth revient dans l'âne et Osiris se met sur l'âne. mhm, Et donc il marche sur l'âne. Donc en fait, il y a une copie, du mythe égyptien. Mais bon, passons tout ça. Donc ça, ce sont des choses, si tu veux, que encore une fois, c'est intéressant. Tu vois ces concordances dans le texte, et sinon le texte, bah, toute une partie en fait que tu ne comprends pas, ou ça, bon, ça te parle de trucs que tu ne vois pas. Et ces concordances-là, c'est pas une extrapolation, si tu veux, au XXe siècle, de quelqu'un qui essaie de faire une pseudo-théorie pour faire des vues sur YouTube. Ce sont les historiens antiques et bon, les textes de Plutarque sont très intéressants. Plutarque, qui est par un grec qui écrit au 1er siècle, mhm, mais qui nous parle des Égyptiens et qui lui-même nous explique toutes ces concordances. Donc c'est pas des théories fumeuses d'aujourd'hui, c'est simplement les gens qui étaient, enfin, eux, de l'époque, ils avaient plus de sources que nous. C'est ça qu'ils pensaient, c'est ça qu'ils nous disent. Donc on peut pas nier tout ça. Il faut le prendre en compte et tout d'un coup, il y a un certain nombre de choses qui deviennent cohérents. Donc c'est pour ça que je te dis, quand tu vois, ce que les témoignages égyptiens sur les Hyksos, et on a retrouvé des papyrus pour nous expliquer qu'ils vénéraient le dieu Seth, mhm. et qu'on voit toutes ces concordances, avec la Bible et ce qu'on dit, bah, il y a un certain nombre de choses qui s'illuminent et donc là, tu dis: «Ah oui, bah, l'hypothèse, ça coche un case et sinon ça n'a pas de sens». Voilà, donc je vais pas développer tout l'argumentaire parce que c'est trop long, mais il y a un certain nombre d'éléments qui font que ces hypothèses sont pas, voilà, elles sont mises de côté. Et pourquoi elles sont mises de côté? Parce que, si c'est vraiment les Hyksos et que c'est historique, bah, à l'origine, c'est le culte de Satan. Mhm. Donc les judéo-chrétiens n'ont pas tellement spécialement envie qu'on réactive ces textes antiques qui nous disent qu'en fait, c'est à l'origine, tous ces gens-là, ce sont des adorateurs de Satan. Et que c'est la monolâtrie du diable, intolérante, qui a envahi le monde. Tu m'étonnes. Mais, tout d'un coup, il y a tout un tas de choses qui s'illuminent et qui deviennent tout à fait cohérentes avec des tas de comportements et de sources qui, sinon, je dis, une fois, ça ne s'interprète pas. Donc, une thèse historique, je vais conclure. Une thèse historique, oui, c'est pas aussi fort qu'une thèse scientifique parce on peut pas faire de nouvelle expérience. On peut réfuter, c'est ce que dit Karl Popper, la science est réfutable. Mhm. C'est-à-dire que tu me dis que la masse de l'électron, c'est ça, machin et tout, je te refais une nouvelle expérience avec des mesures plus précises qui vont montrer que c'est pas ça. Donc on peut réfuter la valeur calculée. Là, on peut pas, à moins de faire une découverte majeure Mhm. voilà, qui serait une réfutation, tant qu'il n'y a pas ça, on reste sur un faisceau de sources qui sont, voilà, qui sont de qualité d'appréciation toujours relative, et on essaie de. Mais malgré tout, si tu fais ce travail, tu arrives à un moment donné à un certain nombre d'éléments qui, euh, qui te montrent une thèse qui, encore une fois, n'est pas une fumisterie. Voilà. Moi, ce que j'explique dans mes vidéos, ce sont pas des thèses qui sont les miennes. Ce sont des thèses qui sont soutenues à la fois par certains spécialistes, même s'ils sont minoritaires aujourd'hui, mais ça se base sur des sources qui sont reconnues et qui sont tues par la plupart des autres, parce que alors non seulement donc il y a le militantisme, j'ai dit, des chrétiens, militantisme, des politiques et cetera et tout, mais il y a aussi un autre phénomène. Et bon, ayant été, dans le milieu universitaire, je sais comment ça fonctionne. Toutes les places, elles sont cooptées. Oui, oui, oui. Il y a la fin. Faut pas. Faut, Donc faut, faut, si tu faut, fais trop, faut pas faire de vagues. Faut pas emmerder le directeur voilà. de thèse. Donc, si tu arrives et tu commences à venir, expliquer, de façon, trop, brutale, certaines choses, voilà, tu commences à faire des interprétations, dans le jury, tu vas avoir forcément une 2 personnes qui vont être contre toi et à la fin tu n'es pas sélectionné.
C'est tout, c'est comme ça que ça marche, hein. Mais Donc, c'est ce qu'expliquait Jean-Philippe Smadja à propos de ce qui s'est passé pour Bernard Park et voilà. mais même en sciences, hein, c'est comme ça, hein. Tu sais, Cantor, un des plus grands mathématiciens Mm. au 19e siècle, il a jamais eu de poste académique. Everett, Ah bon, dans l'interprétation, Cantor n'a non, jamais non, non, enseigné? sur l'infini. Mais il a été, renseigne-toi, le nombre de gens, mais Einstein a failli être éliminé du système universitaire, hein. Il y a Oui, bien sûr. tous les laboratoires lui avaient fermé la porte. Oui, bien sûr. Donc les gens, les meilleurs, le système, il faut savoir, voilà, c'est ce que dit Giordano Bruno, mais c'est ce que tout le monde. Le système élimine les meilleurs. Alors, de temps en temps, Max Planck, à un moment donné, a dit: «Non, mais Einstein, il faut le réintégrer, Pas c'est que, pas possible». C'est pas pas que c'est quand même. Il élimine ah certains. si, si, c'est Planck, hein. Non, 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 non. Il élimine beaucoup des meilleurs, Il, il élimine beaucoup des meilleurs. Bon, il, ça, c'est mon point de vue à il y moi, met, c'est le point de dire qu'il élimine toujours les meilleurs, je suis pas d'accord. Je pense quand même que malheureusement, il élimine parmi les meilleurs, il élimine les éléments perturbateurs. On va dire ça comme ça. mais c'est que donc oui, d'accord, mais donc quand tu es révolutionnaire, c'est-à-dire quand tu arrives et tu dis tu viens renverser, si tu veux, les anciens, et comme c'est les anciens qui te valident, tu as du mal à rentrer. Oui, mais si. Donc tout ça n'est pas comment? Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, le Voilà. système étant soit Donc conformiste, donc effectivement, quand tu voilà, arrives avec un exactement, truc le bon mot qui renverse le fonds de commerce des gens qui sont en place, évidemment, ils sont pas très contents. donc le bon mot moi, ma position, c'est pas un anticonformisme de principe contre le système universitaire. Quand je peux trouver une autorité académique qui dit des choses que j'explique, je prends le soin de le citer parce que, on a quelqu'un qui est public, qui est un professeur, qui est un grand spécialiste, qui a passé plus de temps que moi et qui le dit, donc ça affirme l'autorité. Donc moi, je suis pas, ouais, je fais pas la guerre de principe comme certains complotistes qui veulent rien entendre de la science, du liberté, non, au contraire. Mais je suis aussi, et en faisant partie et même sur des sujets scientifiques, je sais que voilà, les lenteurs et qu'on a dans le système et, et donc je suis critique et je sais que il faut savoir penser au-delà. Et je pense qu'avec YouTube, on a un outil qui peut nous permettre effectivement de faire aussi un peu bouger les lignes, c'est-à-dire de répandre des idées qu'on ne peut pas vraiment aujourd'hui défendre dans le système académique, mais si à un moment donné elles peuvent se répandre, eh ben, ça permettra de faire un peu bouger et puis peut-être à un moment donné, ça forcera certains professeurs à réagir. Mais moi, ce que j'essaie de faire des fois, c'est de leur écrire et ils bougent pas, hein. Mm. Ils bougent pas. Mm. Parce qu'ils savent qu'ils vont se mettre à certain nombre de collègues à dos. D'ailleurs, tu écoutes, par exemple, là, j'ai écouté récemment Jean-François Bronstein Mm. sur le wokisme. Mm. Je sais pas si Oui, oui, bien sûr, bien sûr. voilà. Il a dit très clairement, il a dit, moi, je suis professeur émérite, je suis à la retraite. Donc, je me permets de parler. Mm. J'ai plein de collègues qui pensent comme moi, il y en a aucun qui ose parler. Bien sûr. Pourquoi tu en as qu'un seul qui le dit? Donc là, quand tu me dis ils sont minoritaires, je te dis oui, mais ils te le disent eux-mêmes. Giordano Bruno le dit. Il dit moi, il y a des gens, il y a des scientifiques comme lui qui le savaient. Mais il dit s'il parle, c'est le bûcher. Donc moi, je vais parler, je sais que je vais au bûcher. Donc, si tu veux. Bon, à l'époque, c'était plus dur. Aujourd'hui, ils risquent pas le bûcher. Ils risquent qu'ils vont pas progresser dans leur carrière, ils vont avoir plein d'hostilités. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de vivre dans l'hostilité, de faire la guerre. D'ailleurs, moi-même, je le fais, mais derrière l'anonymat, parce que je sais que les problèmes que je vais avoir dans ma carrière si je suis connu, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, voilà, donc je oui, oui au consensus quand on n'est pas un spécialiste. Tu dois accepter le consensus quand tu as pas travaillé la question. Par contre, quand tu as travaillé la question, tu peux commencer à avoir un regard un peu plus critique et et l'histoire des sciences et l'histoire de la correction, enfin pas que les sciences d'ailleurs, dans tous les domaines, les choses ont évolué et donc on peut pas simplement on a le droit de critiquer le consensus quand on a au moins travaillé. En gros, c'est ça, c'est-à-dire quand tu as travaillé les classiques, tu as écouté le débat et tu es capable d'apporter des éléments pour voir que, certains arguments qui sont pas pris en compte par certains ou simplement qu'on te ment sur certains sujets. Mm. Donc, tu le droit on a le droit de critiquer cela et je pense qu'il faut le faire et voilà. Donc en résumé, je pensais que voilà, je t'invite à t'intéresser un petit peu à tout ça avant d'aborder ces questions parce que je pense que tu verras des concordances intéressantes et après tu es libre de faire, la présentation que tu as envie de faire. Mhm. Heu, Tout à fait. chacun a sa a sa façon de voilà, Bah, de synthétiser sa pensée, voilà, tout simplement. de synthétiser sa pensée et de voir comment il veut transmettre, Oui, tout à fait. transmettre les choses. Absolument. Bah, si tu veux, on va peut-être laisser une ou deux minutes Oui, au oui, oui, chat pour digérer tout ça et éventuellement formuler quelques questions s'ils ont des questions à te poser. ça marche. Voilà.
Donc le chat, oubliez pas, comme d'habitude, Tenebris Imperatoris, bonjour, première intervention sur le chat, bonjour à vous. Donc est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont des questions? On va attendre 2 minutes. Voilà, voilà. Et puis sinon, est-ce qu'il y a un autre intervenant après? Non, j'ai l'impression que voilà, tu seras le seul pour aujourd'hui. Donc, est-ce que... Non, bah non, apparemment, le chat n'a pas vraiment de questions. Ah si, voilà, ça y est, Yakov qui dit « Satan, c'est lié. J'aimerais en savoir plus. Les Juifs disent que le Messie arrivera sur un âne blanc. » Alors, tu as tout un tas d'interprètes bibliques qui sont arrivés à la conclusion que le Dieu de l'Ancien Testament, il est pas bon, hein. Il est pas bon, hein, c'est Oui, le oui. Dieu de l'Ancien Ah ben Testament. non, clairement, C'est il c'est n'est pas très sympathique. c'est le diable. C'est Donc, vraiment un sale con, hein. heu, celui le plus connu, qu'il est le premier d'avoir dit, c'est Marcion, mais en fait, dans Renan, je crois qu'il y a le saint Ed le un je sais plus ce que saint Esdras ou Esdras, je sais plus qui le dit déjà. Esdras, ouais. Un Esdras, ouais, c'est un mauvais génie. Donc tu trouves des sources, heu d'ailleurs, je crois que c'est un juif, hein. Donc il y a même certains, parce que encore une fois, juifs, en fait, il y a les pharisiens, puis après il y a les sadducéens, il y a tout un tas de courants, ils sont pas d'accord entre eux non plus. Donc, hem, donc, le lien, si tu veux, voilà, encore une fois, quand tu lis ça, tu vois cette méchanceté, heu, du Dieu biblique, Cette cruauté, cette ouais. cruauté, cette jalousie, cette volonté de casser, cette haine des autres dieux. Bon, et mais tu vois ça comme ça. Tu dis: «OK». Donc certains sont simplement, avec la lecture du texte biblique, sont arrivés à cette conclusion. Moi, ce que je dis, c'est: «OK, donc les historiens, si on accepte l'hypothèse que c'est les Hyksos et que c'est ça à l'origine et qu'à l'origine, c'est la monolatrie de Seth, eh bien, on regarde les concordances et là, tout d'un coup, bah oui, tu dis: «Bah oui, 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 ça match. Ça match, il y a plein, plein, plein de matchs». Donc c'est un élément qui vient, renforcer les témoignages historiques parce que tout d'un coup ça marche et ça donne une explication à ça. Donc ça montre qu'il y a eu une influence. Maintenant, est-ce que c'est une preuve absolue? Non. Et forcément, ils sont dans le déni parce qu'aller dire ça aujourd'hui, ça fait partie des choses que tu ne peux pas dire encore dans le système universitaire. Je veux dire, tu vas pas dire que le judéo-christianisme, c'est le culte de Satan. Moi, je le dis, mais les autres ne le diront pas. Je suis même pas sûr que toi, tu le diras sur ta chaîne. Mais voilà, donc oui, c'est ça à l'origine, oui, et ça explique d'ailleurs, un certain nombre de choses dans l'islam aussi. Mais bon, parce que l'islam a conservé beaucoup plus le judéo-christianisme, est beaucoup plus proche du judéo-christianisme Oui, bien primitif, sûr, que bien parce que sûr. le judaïsme, en fait, après les 2000 ans, s'est complètement transformé et donc en fait, moi, en fait, quand je discute avec des juifs ou des chrétiens, je dis: «Mais finalement, OK, mais tu ne connais pas l'origine. Moi, je te parle pas de comment toi, tu gardes l'étiquette juif ou chrétien et comment tu es en train de finalement faire des tas de choses qui sont en contradiction avec, normalement, si on se réclame d'un maître, on ne peut pas contredire le maître. Ou alors c'est plus ton maître». Mm. Mm, mm. Donc voilà, donc en fait, la plupart, ne sont pas dessus. Donc Ok. hem, Alors, une autre question que j'ai vu passer. Attends, je vais essayer de remonter dans le chat parce que enfin, j'ai un chat, mais enfin, tu as peut-être dû remarquer qu'ils sont très indisciplinés, très blagueurs, tout ça, etc. C'est un bordel sans nom. Alors, euh, alors selon toi, quelles sont les erreurs que Étienne Klein a dit sur Démocrite? alors j'ai fait une vidéo, oui, qui a été mal perçue par certains parce qu'ils ont cru que j'attaquais Étienne Klein, c'est tout, donc c'est pareil, une fois. Non, non, je soutiens Étienne Klein, j'aime Étienne Klein, c'est un des meilleurs vulgarisateurs scientifiques, écoutez-le, il est excellent. Mais effectivement, il est sous influence des hégéliens sur la question de Démocrite et donc il a dit tout un tas de bêtises et des choses qui sont également factuelles. Donc j'ai fait une petite vidéo Mhm. de réponse, où je lui ai parlé et j'ai mis des notes, voilà, où j'ai montré qu'il n'a pas travaillé la question démocrite. D'ailleurs, j'ai rencontré Étienne Klein personnellement, il me l'a reconnu, il m'a dit qu'il allait faire une deuxième édition de son livre où il allait corriger les erreurs. Donc D'accord. voilà. Ok. Donc à la limite, voilà, le débat est clos et c'est très bien que, des, scientifiques s'intéressent à la philosophie, à Démocrite. C'est très bien qu'il en parle. Par contre, bah, il faut pas chercher ses sources chez les hégéliens, il faut aller plutôt, voilà, encore une fois, il faut aller regarder, du côté, des matérialistes, des rationalistes, des athées, la lecture qu'ont faite Démocrite parce que, sinon les sources sont biaisées et il faut remonter aux sources primaires pour vérifier vraiment.
Donc ça, c'est il n'avait pas suffisamment travaillé le sujet. Alors Yakov dit: Tu as remis Étienne Klein en question au bûcher. Voilà. Bon, bah, je pense que voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et bah écoute, c'était vraiment, c'était super intéressant. Merci, Eh ben écoute, merci d'être passé. De toute façon, donc je vais remettre une dernière fois le lien pour ta chaîne. Voilà, donc bah, vous pouvez aller voir la chaîne de Willem et voir un petit peu ce qu'il dit sur les différentes vidéos. Il y a maintenant, alors là, que je regarde sur sa chaîne, il y a quand même 23 vidéos là quand même. Donc ça fait un petit peu ça fait un petit peu de travail. Donc il y a des trucs qui sont pas très longs, qui font 10, 11 minutes, du 40 minutes. Ah, le dieu de Spinoza, on est quand même sur 1 heure et demie. Voilà, donc on est quand même sur du... Voilà. ouais, je suis sur des formats assez longs, hein. Je 55 minutes sur Giordano Bruno, c'est plus que moi. ah oui, non, mais Giordano Bruno, je lui ai fait un hommage, j'ai vraiment Et c'est un de tes héros, hein. Mais c'est aussi un des miens. heu, ah oui, bah, en termes de, De combattant, de lucidité, de courage, il est en assez... termes de combattant et d'héroïsme, je vois difficilement comment on peut être au-dessus. Après, au niveau de ses théories, alors il a une importance énorme scientifique, parce qu'il a découvert des choses, il a aussi des tas de bêtises et au Ah niveau de oui, la bien rationalité, sûr. malheureusement, je ne peux pas, je ne représente pas, moi enfin je me représente comme un philosophe rationaliste et je dis en gros que ma philosophie, c'est en gros du Démocrite, de l'Épicure, du Spinoza et de l'Einstein. C'est-à-dire que c'est les 4 figures que j'ai retenues pour, présenter ce que le courant philosophique auquel moi j'appartiens, Mhm. qui est en fait une sorte de paganisme éclairé. Alors bon, on parlera peut-être de ça une autre fois, un Waouh, autre jour. paganisme éclairé. Oui, donc en fait, c'est là parce que les premiers athées sont pas des athées comme toi, Ah ce non, sont des païens. bien sûr, oui, oui, bien sûr. Ce sont des païens et donc il y a toute une ambiguïté parce que les gens ne comprennent pas, ils disent: «Mais c'est pas des athées». Si, ce sont des athées, mais ce sont des païens. Donc c'est une forme de paganisme éclairé. Donc c'est voilà, Enfin, la voilà, plupart des gens ne savent pas déjà que le mot athée a été utilisé par les païens à l'encontre des premiers chrétiens, et ensuite utilisé par les chrétiens officialisés de l'Empire romain pour désigner les païens. Voilà. Donc, faut pas se tromper. Quand on sait un peu l'origine du mot, ça relativise un petit peu les choses. Voilà, voilà. oui, mais les épicuriens étaient considérés comme des athées, ils étaient là avant les chrétiens. Donc Oui, 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 non, bien sûr, mais bon, c'est les batailles grecques, c'est aussi pas mal, voilà. il y en a qui me demandent si, Elsquat qui me demande si je crois en un Dieu. Non, je ne crois pas, mais il y a l'équivalent, il y a un principe absolu, mais qui n'est pas surnaturel et qu'on peut éventuellement appeler Dieu. Dans la philosophie, il y a un ça correspond à ça. Mais effectivement, donc ça va être c'est mais c'est, ici, il faut pas faire de mécompréhension. Bon, mais je suis pas là pour venir exposer mes idées sur ta chaîne. Ceux qui sont intéressés, iront sur la mienne et j'explique tout ça. Et c'est du spinozisme, on va dire, version 21e siècle. D'accord. Voilà. Bon, Donc, en conclusion, eh ben, c'était pour te remercier de cet bah, je t'en échange. prie. Voilà, n'hésite pas à m'écrire par email si, tu vois, si tu as envie de rééchanger sur un sujet ou si tu penses que je peux intervenir un jour sur un de tes lives ou quelque Ça chose comme marche, ça. Voilà, ça ça marche. peut être intéressant et puis, bah, au plaisir de, voilà, d'échanger, de collaborer et puis de s'entraider dans notre but commun, parce que nous avons, je pense, c'est ça, beaucoup de buts en commun. Oui, bien sûr, absolument. Eh ben, écoute, ravi de t'avoir eu et puis, bah, à la prochaine. Eh bien, à la prochaine. Ciao. Allez, au revoir. Voilà. Bon, bah, c'était assez intéressant tout ça. Oula, c'est quelqu'un encore qui me fait des cadeaux. J'ai vu des gens qui m'ont fait des cadeaux pendant que j'étais en train de visiter, j'ai pas pu vous remercier. Merci Ralbatros. Merci à tous ceux d'entre vous qui m'ont donné des sous-sous pendant qu'on était en train de discuter avec Willem. Comme j'étais un petit peu, je n'ai pas encore la capacité par exemple, d'un Zioclo qui est capable de gérer 4 trucs en même temps. Je ne suis pas encore aussi bon. Donc, bah, comme on discute plus, je vais enlever mon casque parce que sinon j'ai un peu chaud aux oreilles. Voilà. Puis avec les lunettes, ça fait un peu mal. Voilà. Et voilà. Et surtout, alors je vais prendre 2 minutes pour
une remise à niveau des fluides. Voilà, et je vous retrouve pour la suite de l'émission. En plus, je n'ai même pas lancé le générique, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À tout de suite.